Bonjour à tous, je suis avec Florian Marlin. Bonjour Florian. Salut Laurent, ça va? Je suis en train de réfléchir, mais toi t'existes pas avec un pseudo en fait. Tu t'appelles Florian Marlin, ta Eh, photo c'est Florian Marlin, c'est pas un avatar, c'est... si maintenant c'est un avatar depuis peu avec le bouquin, mais sinon ouais c'est du personal branding. Ah oui exact, j'ai vu ton avatar, ouais, très sympa. Alors, Mister Florian, ben, je sais pas, même pas si on a besoin de te présenter, mais en fait, si un petit peu, parce que t'es bizarre quoi. Enfin bizarre. Bon, t'es grand, t'es très grand, ça tout le monde le sait. Ouais ça va, ça se voit pas là. Mais t'es un peu atypique dans le paysage SEO, pour plusieurs raisons, on en parlera, on va laisser planer le doute pour l'instant. Mais déjà, si devais me résumer vraiment en trois mots ton expérience, ton histoire, qui tu es. Alors déjà en trois lettres, mon expérience ça serait plutôt SEA plus que SEO pour le coup. En fait j'ai plongé ma première expérience professionnelle en sortant de mes études, eh bien c'est chez Yahoo. D'ailleurs représente, hein, j'ai mis la belle chemise violette Yahoo pour l'occasion. Voilà, je suis arrivé chez Yahoo, maintenant c'était en 2006, fin 2006, en tant qu'assistant account manager. C'était quoi, Donc Yahoo Search Marketing, le Yahoo truc? Ouais, Search Marketing, ouais, tout à fait. Tout à fait, ça c'était à l'époque où Yahoo avait encore son propre moteur et avait encore de l'audience. C'était une bonne époque, on va dire. Et Et c'était facile de vendre de la pub pour Yahoo après que Google soit arrivé? alors, bah, c'était quand même, moi j'y étais, Google était déjà bien implanté, et c'est vrai que c'est assez étonnant, parce que bah, moi j'ai commencé à apprendre le search par Yahoo, et quand tu bosses chez Yahoo, bah, tu ne parles que du Yahoo. C'est-à-dire que tu es vraiment un environnement 100% Yahoo, et quand je suis sorti de chez Yahoo, eh ben, je peux te dire que je me suis pris une petite gifle, parce que ce, que je, ce dans quoi j'investissais 100% de mon temps, eh ben, finalement, ça représentait que 5% du temps des clients. Et ça, quand Ah tu ouais, étais chez Yahoo, tu t'en rends pas compte en fait. Tu d'accord. te rends pas compte de l'importance de Google. Toi, tu es à fond dans ton boulot, tu essaies de faire les choses correctement, le mieux possible. Et finalement, tu te rends compte, parce qu'après Yahoo, je suis parti en agence. Et là, je me suis rendu compte que, oui, mon expérience de search, bon, le search chez Yahoo, le search chez Google, c'est pareil. Je parle de la partie SEA. Mais après, les clients ne te parlent plus de Yahoo. Et puis toi, tu te dis, mais putain, mais je viens de chez Yahoo. C'est comme une grosse boîte. Ouais, c'est une grosse boîte, mais c'est 5% du trafic. Donc on va en parler 5% du temps, quoi. Mais Donc c'est vrai que c'est marrant parce qu'ayant habité aux States, il y a une vraie culture Yahoo là-bas, du portail Yahoo. ouais, Euh, c'est plus du- difficile en France. enfin, et qu'est-ce que tu penses de l'effet Marissa Meyers? C'est compliqué. J'ai encore pas mal de contacts chez les Yahoo à Paris. Et alors, quand elle est arrivée, c'était beaucoup d'espoir en se disant, waouh, elle vient de chez Google, elle va nous faire rebondir, etc. Là, quand on en reparle aujourd'hui, le constat est pas forcément le même. Hmm. Et après, c'est compliqué d'avoir une position parce que de toute façon, Marissa Meyer, quand on prend la partie Yahoo France, c'est très loin. Hein. Ouais. C'est pas du tout, c'est pas du tout proche. Ça a eu pas mal de changements a priori en interne, mais il y a rien eu de vraiment changeant. Après, le vrai changement pour Yahoo, ça a été le rapprochement avec Microsoft, Mhm. tout ce qui est gestion de Bing et toute la partie Bing Ads, où là qui a été assez compliqué à gérer à mon avis et côté Microsoft et côté Yahoo parce que en fait ce qu'ils appellent donc la Search Alliance, c'est-à-dire l'alliance des deux pour contrer Google, on voit à quel point ça a bien marché, c'était de se dire on utilise la plateforme de Bing, donc Microsoft Ad Center, et on prend les équipes commerciales de Yahoo. Ouais. Donc, ce qui était assez incohérent parce que du coup, les équipes commerciales de Yahoo n'étaient pas du tout formées sur la plateforme de Bing. Et du coup, il a fallu, et les équipes commerciales de Bing, il a fallu leur trouver un autre boulot ou alors leur dire gentiment, bon, bah finalement, ce sont les équipes de Yahoo qui vont vendre la plateforme et qui vont être compte manager dessus. Donc, merci, au revoir. Donc, je pense que ouais, la transition, d'ailleurs, était compliquée, elle l'est toujours parce qu'on voit que cette Search Alliance a pas du tout eu l'effet escompté pour essayer de contrer Google. En tout cas en France. En tout cas en France, ouais. Parce que si on fait le calcul des répartitions des parts de marché,
soit tu prends le camembert sur 100%, mais il est faux ce camembert. Il dépasse 100%. Pourquoi? Parce qu'on utilise plusieurs moteurs de recherche. Volontairement ou pas. Ce qui fait qu'en fait, si tu regardes les parts de... Par exemple, je ne sais pas exactement, mais disons que Bing est à 30%, Yahoo est à 30%, Google est à 60%. Ouais. Ce qui fait déjà 120%, plus après il y en a d'autres, etc. Tu vois? Après, c'est ça la véritable répartition. Bien sûr, le problème c'est que sur la partie search, la partie publicitaire en tout cas, la plupart des autres moteurs utilisent Google. Tu vois, donc c'est là où tu vois la prépondérance de Google dans le secteur. C'est que au début, moi quand je suis arrivé chez Yahoo, Yahoo avait énormément de partenaires, c'est-à-dire de moteurs de recherche qui utilisaient sa technologie qui était basée sur Overture, qui ont donc inventé les liens sponsorisés et que Yahoo avait racheté. Et il y avait beaucoup de partenaires, on appelait ça le réseau contextuel, et tous ces partenaires, par exemple à l'époque Free était avec des liens sponsorisés Yahoo. Et puis au fur et à mesure, ils sont tous partis chez Google, et du coup le réseau Yahoo Microsoft maintenant c'est réduit à peau de chagrin, et du coup ce qui fait que tu as quand même en France, allez, 94% du marché sur les derniers camemberts c'est Google, et on peut pas dire vraiment c'est faux ou alors c'est biaisé parce que c'est quand même bien le cas, et vu la réticence du français au changement, ça va être compliqué de changer ça malgré les alliances, malgré ce que tu veux, quoi. C'est vrai qu'on a une loupe franco-française par rapport à Google. On est très Google centrique, alors que ailleurs c'est pas la même chose. On était encore à la présentation, en fait, parce que on est dérapé sur Yahoo, machin, Bing, tout ça, mais après Yahoo Search Marketing. Alors après Yahoo, je suis parti en agence un peu voir me coltiner, donc vraiment consultant SIM. On parlait pas encore de SEA à l'époque, donc consultant SIM chez une agence qui s'appelle Nextedia, qui s'appelle toujours Nextedia malgré des petits changements de nom. J'y suis resté 1 an. Où j'ai géré, alors là, en mode agence bien bourrin, à gérer 15 comptes clients, à beaucoup travailler. Là, j'ai vraiment appris ce que c'est que travailler sans compter ses heures et sans compter le travail fourni, et pour un salaire pas forcément top. Mais néanmoins, c'est une véritable bonne école. J'ai vraiment appris énormément de choses, et surtout, c'est de là que j'ai vraiment commencé à construire un réseau, parce que tous mes anciens collègues, qui étaient vraiment géniaux parce que le recrutement chez Nextedia était vraiment très bon, et ben maintenant sont tous un peu partout dans des postes à responsabilité, et ça a vraiment, c'est tous de très bons amis, et ça a vraiment permis de construire le début de mon réseau au début de ma jeune carrière en tout cas. Après ça c'est Nextedia, donc j'ai fait régie, j'ai fait agence. Je voulais voir ce qui se passait côté annonceur quand même, histoire que j'ai une vision un peu plus globale. Et puis surtout, j'avais un peu envie, parce que là, j'avais donc 2 ans d'expérience pure SIM, donc vraiment lien sponsor à fond, et j'avais quand même envie de voir autre chose. Je m'étais dit, là, si je continue à faire que du SIM, je vais avoir une case, je vais avoir une case où au niveau pro, on va ne me prendre que pour du SIM, que pour de l'AdWords, et ça serait un peu dommage. Du coup, j'ai eu pas mal d'opportunités. J'ai failli à l'époque partir à Londres. Ça s'est pas fait au dernier moment. Et finalement, je suis arrivé dans une boîte qui s'appelle Bruno. C'est un vendeur de fournitures de bureau, un des leaders sur le marché français. Donc vraiment pur VAD. Et là, j'ai eu en charge toute l'acquisition de trafic. Donc le SEA, bien sûr, c'est ce qui m'a permis d'ailleurs. C'était vraiment la stratégie au départ. C'était connaître le SEA, qui est le premier levier chez quasiment tous les annonceurs, pour ensuite dire, bon ok, le SEA je connais bien, je maîtrise, maintenant je suis capable d'apprendre les autres leviers très rapidement, et c'est chez Bruno, donc je suis arrivé en 2008, c'est chez Bruno où j'ai vraiment commencé à apprendre le SEO et à toucher au SEO. C'est à partir de là que je me suis aussi passionné pour ce levier qui n'était pas mon secteur de prédilection, qui ne l'est toujours pas non plus, faut être honnête. Je reste du AdWords de base, mais voilà, j'ai touché au SEO, à la partie comparateur de prix, à la partie buzz, à la partie gestion des réseaux sociaux, même si c'était du B2B, donc fourniture de bureau, c'est assez particulier, mais ça m'a permis de faire plein de choses, toute la partie gestion de projet et également un peu d'animation commerciale sur le site.
Donc là, j'ai vraiment eu pendant Ils 3 ans. envoient, ils envoient du lourd, hein. Bah, JM Bruno. Enfin, moi j'ai bossé avec eux pas pour JM Bruno, mais pour Companeo. Hmm. Ça, ouais, voilà quoi. C'est Ah, c'est quand, vraiment une belle boîte. quand ils comprennent des trucs, ils envoient la purée quoi. Bah, il y a des moyens. C'est ça Ouais. c'est ça qui est génial. Il y a des moyens. Le web, quand j'y suis arrivé, en termes de nombre de commandes, c'était encore inférieur au téléphone. Comme quoi, pour te dire que le B2B, c'est vraiment une logique complètement différente du B2C. Et vraiment assez déstabilisante, hein, parce que va sur AdWords vendre des stylos et des cahiers ou des ramettes de papier à des Mm. professionnels. On ne vendait qu'aux professionnels, pas aux particuliers. Et va mettre dans ton annonce, quand Google te dit, les account managers sont sympas, ils te disent, ouais, mais le problème, c'est qu'il faut que tu arrives à mettre réservé aux professionnels dans ton annonce. Mon annonce, c'est 70 caractères. Si je mets réservé aux professionnels, il y en a 3/4 qui partent. Après, c'est très difficile de se vendre avec un avantage concurrentiel. Et puis surtout, quand tu mets réservé aux professionnels dans ton annonce AdWords, eh ben, ton taux de clic, il s'effondre. Parce que du coup, il n'y a que les professionnels qui cliquent dessus. Donc, tu n'as que de l'audience qualifiée, mais ton taux de clic se pète la gueule. Et du coup, ton quality score, ah, j'arrive avec mes concepts AdWords, ton quality score se pète la gueule. Et donc, du coup, tu te mets à payer très cher le clic. Enfin bref, c'est une problématique, le B2B, vu que tout le monde utilise Google et que tout le monde utilise le professionnel autant que le particulier, le mot ramette de papier ou stylo, bah, Ouais, comment tu sais qui tu vas toucher? Donc, c'est ça. c'est toutes ces problématiques-là qui étaient super enrichissantes, mais vraiment frustrantes. Parce que le professionnel est quand même assez peu web et il faut l'accrocher d'une certaine manière, en tout cas. Il y a eu une autre étape où ensuite tu es allé dans le meuble. Oh, il y a eu une mini étape avant, le petit échec de ma de ma courte carrière. Je suis passé, en fait, j'avais au bout de 3 ans chez Bruno, j'avais vu pas mal de choses. J'avais envie de quitter le B2B pour vraiment m'attaquer à ce que j'avais vu un peu en agence avec des comptes B2C super intéressants. Je suis passé très rapidement chez Caparca, donc vendeur de fenêtres, groupe Lapeyre Saint-Gobain. Donc là, pour le coup, un gros groupe en tant que responsable internet. C'est la partie politique de l'entreprise qui a été plus compliquée à assumer pour moi, où vraiment on m'a demandé voilà, on me demandait de faire des choix qui n'étaient pas liés vraiment au business, mais on me demandait des objectifs business derrière, avec une partie très politique, très voilà, où il faut faire attention à ce qu'on dit à telle personne, parce que il y a des groupes de pression qui se montrent. Enfin bref, c'est assez lourd et moi c'est pas du tout ma vision du boulot. Pour moi, le but c'est qu'on aille tous dans le même sens pour faire monter une boîte et progresser une boîte. Donc j'en suis très rapidement parti au bout de 6 mois. À la fin de ma période d'essai, j'ai dit OK, j'ai vu, je suis venu, j'ai vaincu, au revoir, vous m'avez vaincu, très bien. Et du coup là, je suis arrivé dans le meuble. Je suis arrivé dans le meuble en mars 2012, donc dans une entreprise qui s'appelle SoFactory. Donc depuis 2 ans maintenant, où je suis directeur marketing. C'est une PME d'une quarantaine de personnes. Mes meubles B2C avec une stratégie de monter des showrooms, monter des magasins. Donc vraiment tout un tas de choses, notamment en termes de web, mais pas seulement, du offline également, pour essayer vraiment de faire connaître et faire progresser cette boîte dans un contexte qui est pas facile. Alors je disais tout à l'heure que tu étais un extraterrestre, qui était un peu bizarre. Pourquoi? Parce que finalement, c'est pas que tu es bizarre, c'est que tu as fait le cheminement idéal pour justement gérer de la visibilité, créer du trafic, etc. Toute ton expérience te rend quand même hyper polyvalente. Si, allez, peut-être un petit peu de RP, de com, de trucs comme ça, quoi. Ça aurait été sympa aussi. Je suis d'accord, ouais, c'est peut-être ce qui manque un peu sur mon parcours. Mais pour le reste, chapeau, parce que la plupart du temps, enfin, moi je connais je sais pas moi, des anciens chauffeurs routiers qui font du SEO, tu vois, enfin, ou qui font du dev ou peu importe, un ancien biologiste qui fait, enfin bon bref, il y a moi je fais la com et du marketing, donc c'est un peu, voilà quoi, aussi, je pense que j'ai une globalité, mais toi, tu es allé beaucoup plus loin et surtout beaucoup plus loin du côté publicitaire où tu as vraiment. Tu es connu pour AdWords, mais il n'y a pas que ça, quoi. Et même le offline, tu connais aussi.
Bien sûr, il n'y a pas que ça. Et c'est vrai que très rapidement, comme je t'ai dit tout à l'heure, je voulais pas rentrer dans une case. Et c'est peut-être un peu le souci, effectivement. Là, tu me parles de chauffeurs routiers qui sont devenus dans le SEO. Moi, je suis en train de penser plutôt aux consultants SEO qui sortent d'école pour devenir des consultants SEO. Moi, je me pose beaucoup de questions sur... alors, je n'irais pas te dire que le SEO est mort, mais je me pose beaucoup de questions sur l'avenir des consultants SEO. Parce que c'est vrai que moi, dans mon parcours, j'ai réussi à progresser et à ouvrir mon spectre. Et ça a toujours été très important. D'abord du SEA, ensuite toute la question de trafic. Ensuite, on passe à une responsabilité plus Internet globale, c'est-à-dire acquisition et animation commerciale du site. Et là, pour devenir directeur marketing et gérer tout l'aspect marketing, y compris offline. Donc moi, j'ai toujours eu cette envie-là de pouvoir ne pas rester dans une case. Et là, moi, je vois beaucoup de consultants SEO qui à un moment, font du SEO depuis 3-4 ans et qui aimeraient bien forcément essayer de bouger, d'avancer aussi. Parce que moi, je me pose la question, je veux savoir ton avis. Comment tu vois, parce que toi, tu fais pas que du SEO, bien sûr, tu fais pas mal d'autres choses. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de consultants SEO qui ont du mal à faire le step suivant, quoi. À se dire, de toute façon, je vais pas rester consultant SEO, aller chercher du backlink et à faire des audits toute ma vie. J'ai besoin de progresser, mais j'ai l'impression que c'est un peu bloqué. Donc, j'en profite pour te demander quelle est ta vision là-dessus. Oh, c'est compliqué, mais je pense pas que... Il va y avoir laisse la nature faire. Les mecs qui vont savoir évoluer vont évoluer, qui vont pouvoir évoluer. On est quand même une espèce, une race qui doit s'adapter à tous les écosystèmes, à toutes les évolutions. Donc après, bien sûr qu'il y en a qui vont rester sur le carreau ou qui vont continuer à faire leur petit train-train d'optimisation de title et d'inscription annuaire, mais ça va devenir certainement de plus en plus rare. Effectivement, ceux qui ont la niaque, qui commencent à comprendre que la valeur, ça coûte entre guillemets de plus en plus cher d'obtenir un visiteur. Pour ce même visiteur, il y a tout un schéma qui doit s'enclencher, de l'ergo incitative, de la fidélisation, à tout on va pas passer en revue les fondamentaux du cheminement de la captation à la conversion et à la fidélisation, etc. Mais après, ce qui est compliqué, c'est quand effectivement, ça peut être marrant au début où tu peux dire je me mets consultant SEO ou SEO ceci ou SEO cela. Et puis après, pour en sortir, la case, moi y compris, c'est compliqué. Même si je veux repartir sur le niveau supérieur, c'est-à-dire web marketing ou SEM en général, il va falloir que je fasse ça avec un peu de délicatesse. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Même si les compétences sont là, il y a plein de trucs dont je parle pas. Je te mentionnais l'ergo incitative. J'ai commencé à bûcher tous ces trucs-là en même temps que le SEO. Ça fait 10 ans aussi que je bosse ça, quoi. Mais j'en parle pas. Bien sûr. Voilà. Et c'est un peu pareil. Moi, je suis connu pour AdWords. Toi, pour le SEO. Mais bien sûr qu'on a chacun de notre côté plein de choses. Et moi, ça me fait plaisir de voir que de plus en plus de SEO s'intéressent au SEA. Et il y en a de plus en plus qui me disent, mais de toute façon, on va devoir y venir. Et moi, je me dis, mais venez du côté obscur de la force. Ce que je recommande, c'est vraiment de se former et de ne pas avoir peur tu te rappelles, tu m'avais recommandé un très très bon consultant AdWords qui explique magnifiquement bien les choses, quoi. Je veux dire, il faut... Pareil, moi j'ai fait ça avec Analytics, là je fais ça avec du copywriting. Bref, après, on peut apprendre tout seul, mais j'ai plus le temps, moi. J'ai plus le temps de, tu vois, faire l'autodidacte, machin, voilà, quoi. Ça prend beaucoup de temps. Quand t'es jeune et que t'es étudiant, c'est génial. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'as besoin d'aller vite, quoi, et de savoir concrètement ce qu'il faut pour avancer. Donc, non, c'est clair. Mais t'as entièrement raison. Alors, par contre, moi, je suis un petit peu contre tu vois, on va prendre l'exemple de SEO Moz, qui se rebrandait Moz.com Inbound Marketing. À mon avis, c'est pas un succès. Ça me parle pas trop, quoi, leur truc. Je sais pas si c'est réussi. Plutôt d'accord, parce qu'au final, ils essayent d'aller sur autre chose, mais ils en perdent leur source, leur base, et ce qui faisait ce qui ont fait leur succès. Donc je suis d'accord qu'il faut
moi, ça me fait aussi penser à un peu l'assaut du SEO Camp que tu connais bien, où c'est vrai où je vois que de plus en plus, ben là, on parle SEO, mais ouais, moi, on me demande régulièrement de venir un peu parler AdWords. Je vois que il y en a qui parlent aussi e-commerce. Enfin, ça s'élargit, tu vois. Ça s'élargit. Après voilà, c'est une question de marketing. Hein. C'est passer SEO Moz versus Moz. Il y a des choix à faire, mais en tout cas, on est d'accord sur le constat qu'il faut pas rester, à mon avis, calé dans sa petite dans sa petite case. Et il faut essayer de s'ouvrir à d'autres choses parce que il y a tout qui progresse. Il n'y a pas que le SEO. Bien sûr, le SEO, ça bouge. Et c'est ça qui en fait sa spécificité, c'est que ça bouge. Ça, c'est génial. Franchement, vous avez de la chance avec ça. Moi, c'est génial. Toi, en SEO, vous avez des passionnés, des vrais passionnés. Moi, j'ai l'impression que je suis le seul passionné d'AdWords de France. Tu vois, pour moi, c'est les gens avec qui je bosse, les autres consultants, c'est des gens qui viennent faire leur boulot, qui s'éclatent pas dans leur taf, qui ont, tu vois, vu que tu mets de l'argent pour avoir de l'argent, enfin il n'y a pas ce côté un peu où tu fais des expérimentations, t'as pas de règles totales. Google change les règles du jeu. Putain, sur AdWords, oui, t'as des règles, elles changent une fois tous les 4 ans, mais globalement, tu mets de l'argent, tu fais bien ton taf et t'as des résultats. Donc moi, je regrette un peu qu'il n'y ait pas un peu plus ce côté expérimental sur AdWords que moi j'aime bien faire, mais qui est pas vraiment partagé. Tu vois, il y a plein de gens je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, tu as une vraie communauté SEO. Si tu as une communauté SEO et que t'en as pas autour d'AdWords ou même du web marketing au global, c'est pas pour rien. Ouais. Tu as des passionnés en SEO et tu les retrouves pas dans les autres canaux. Et ça, je pense que, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans cette communauté-là, que je remercie encore de m'avoir accueilli les bras ouverts avec tous les apéros. T'es Mister AdWords et Mister Apéro quand même. Ouais, Mister Apéro SEO, et ça c'est assez marrant parce que franchement, qui l'eût cru, le mec d'AdWords, c'est lui qui va se mettre à organiser des apéros SEO. Et il boit pas en plus. en plus, je carbure à ça, c'est pour te dire. Non mais franchement. Ouais, santé. Et c'est ouf, et c'est vraiment ce qui m'a plu dans cette communauté, c'est déjà le partage. Alors, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs dans cette communauté. Et vraiment, moi, je retiens principalement que le positif, avec des gens qui partagent, qui donnent de leur temps, sans compter, qui partagent des astuces. Alors après, forcément, tu as des plantes, etc. T'as bien sûr des tentatives qui sont légitimes d'essayer de monétiser tout ça. Chacun doit gagner sa vie. Mais moi, voilà, ce que j'aime bien, c'est le partage. Et moi, je suis vraiment là-dedans de base. Si je donne des cours, si j'écris un bouquin, si j'écris un blog, c'est pour partager, c'est parce que voilà, j'ai ça dans le sang. Après voilà, il y a des côtés sur la partie SEO qui sont un peu moins sympas, qui sont toute la partie. Au début, ça me faisait marrer, c'est tous les haters en SEO. Alors ça, il y en a beaucoup. Je suis pas sûr que ça soit hyper judicieux pour le secteur. Parce que comme là le dernier en date c'était avec Vincent Jamin de mémoire. Enfin bref, il y a Vincent et Julien, ouais, mais ça. Voilà, c'est ouais, mais ça c'est le Muppet Show, ça. Ouais, mais bon, non, franchement, je pense que on se rend pas compte forcément des impacts que ça peut avoir, parce qu'au final, il y a plein de gens qui vont pas oser, peuvent être très bons en SEO et qui vont pas oser partager et donner leurs choses de peur de se faire clasher. Et c'est dommage, parce que pour moi, tous les avis sont bons à prendre. Alors, bien sûr, il y en a qui se trompent, il y en a qui se trompent pas, il y en a qui tapent bon, mais franchement, pour moi, ça peut tomber là-dessus. Moi, j'ai rencontré des consultants SEO qui sont très jeunes, qui sont en mode stage, mais qui en veulent, et ça, c'est génial. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup le contact avec ce genre de personnes-là. Et quand on leur dit, mais t'as un blog? Ah, mais non. Et pourquoi t'as pas de blog? Parce que ah non, si je dis une connerie et je vais me clasher, je vais me faire ridiculiser parce que ça se fait aussi. Il y a Bourrelli qui va tomber sur mon truc. C'est possible, c'est possible. Non mais voilà. Et du coup, je trouve que partager c'est bien, clasher pour clasher,
Au début, ça me faisait marrer, hein. Enfin, vraiment, c'était cool. Et puis au final, ça fait des discussions aux apéros. Tu parles de ça et tu te dis voilà et oh là là et Marie versus Olivier Lévy, etc. Enfin bref, tu t'éclates. T'as des situations super cocasses et vraiment tu t'éclates. Mais quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte que ouais, c'est peut-être pas forcément bon pour le milieu. Mais bon, ça reste mon avis en tout cas sur le sujet. Ben, je suis d'accord avec toi encore une fois. Pourquoi? Parce que oui, je suis connu aussi en tant que clasheur et je réalise aussi que, enfin, disons que je me calme de plus en plus. Là, même si effectivement Olivier Lévy, je l'annonce, il va reprendre une douille là. Arrête, il a pas de nom, il a pas été cité, il a pas signé. Son dernier billet là, je crois que C'est pas voilà quoi. son dernier billet, hein. Mais Donc je je m'en sais fous. pas si c'est lui. Il est responsable de ses publications sur son site. Mais ouais, là oui, là ça mérite un petit peu. Mais t'as raison et je m'étais promis de plus clasher. Mais voilà quoi. Il y a des fois. Alors je sais pas, je l'ai pas écrit le billet encore, hein. Il y en a un que j'ai bien avancé, que c'est un gros brouillon de 25 000 mots. Il va falloir que je condense sur le lancement orchestré là, sur les Sébastien le marketeur français là. Ouais. Mais ouais, là il y a un gros pavé. Mais ouais, mais Olivier Lévy. Bon après c'est sûr que ces clashs, bon, je veux dire quelle communauté n'a pas non plus ces histoires. Tu parlais d'Assaut au camp, pareil, il y a plein de trucs. Bien sûr. Voilà quoi, il faut. Mais Non, t'as raison parce que s'il y a un prisme et puis c'est finalement on fait pas gaffe, on s'engueule publiquement et on fait pas gaffe au regard des autres quoi. bah ouais, moi je pense que ça peut avoir des impacts. Et après, bon, voilà, moi je trouve génial d'avoir autant de blogs SEO, de personnes qui partagent. Ça serait dommage que ce vivier se tarisse, parce que pour moi c'est ce qui fait aussi la particularité. C'est cette notion de partage et dans laquelle je me retrouve vachement. Donc Bon, là, ça ralentit, c'est quand même vachement Panda Pingouin qui ont. Je sais pas, en tout cas, les publications sont devenues d'un chiant depuis ces on est d'accord. pénalités, quoi. On est d'accord. Après voilà, t'en as toujours qui arrivent à trouver des choses. Moi, je pense à un blogueur qui me vraiment que je trouve vraiment très sympa, autant au niveau perso que dans ses publications. C'est Emeric Bouya, Emeric Tweet, avec son blog Y a pas de quoi, donc bon, qui est pas forcément toujours mis à jour, mais franchement, à chaque fois qu'il teste des choses, alors moi, souvent, il parle de choses dont je suis à l'ouest parce que tout ce qui est technique, moi, avec dès que ça parle, il y a des bouts de code dedans. Alors là, je suis paumé. Je comprends et j'arrive un peu à faire de HTML de base, mais alors dès que tu as du PHP, moi, je suis complètement paumé. Tu sais développer en HTML, quoi. Ouais, voilà. Ouais, je sais. C'est très pratique en ce moment. Je te parle pas du HTML5, hein. Je te parle du HTML 0,1. Donc non, tout ce qui est code. Mais voilà. Mais après, je trouve que il y en a qui cherchent. Et il y en a qui cherchent, qui trouvent, il y en a qui trouvent et qui gardent pour eux, je peux comprendre, et il y en a qui trouvent et qui partagent et qui demandent rien en échange et qui font progresser le tout. Je te parle pas après de plans Black Hat ou quoi que ce soit, hein, mais je te parle vraiment d'astuces, choses comme ça et moi je trouve ça génial. Non, t'as raison, moi aussi, un respect Emeric, il est très créatif, Emeric, un parmi d'autres. Ouais, Hein, ouais, non, mais particulièrement, enfin, c'est tout à fait l'état d'esprit que j'aime bien, cette espèce de SEO hacking, enfin, maintenant c'est le growth hacking, là, le terme, ouais, enfin, plus dans le sens hacking, voilà, pur de l'origine, quoi, pas ce qu'on en a fait aujourd'hui, assimilé au piratage informatique, bien sûr. mais de comprendre un système, de le dépioter. Et puis c'est ça, en fait, on a tellement vécu à essayer d'exploiter des faiblesses algorithmiques, finalement, par une espèce de petit reverse engineering même si je déteste le terme, pour essayer de comprendre quoi et comment de filer à bouffer au moteur, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, mais t'as raison, en tout cas, il y a un état d'esprit un peu bizarre dans cette communauté, mais pourtant elle est florissante du point de vue économique. Tout le monde se refile de vie dans tous les sens, tout le monde bosse. Il y a de plus. Alors, moi, véritable problème, encore une fois, je en réfère à Panda Pingouin, c'est le karma du secteur d'activité.
c'est moins fun de jouer les pompiers à réparer voilà, quoi, des sites fracassés que d'essayer de bien faire les choses et de s'occuper de choses dont tu t'occupes toi aujourd'hui tous les jours. Quoi. Ton quotidien, il est chouette. Quoi. Mais après, quand tu as traité 3-4 cas par jour là, de sites qui se sont fait défoncer, même si c'est pas tes sites, au bout d'un moment, quoi, c'est pesant. Ouais, c'est vrai que ça doit pas être le côté le plus sympa du boulot en tout cas. Et en ce moment, c'est un peu l'actualité, je pense. Mais après, voilà, je pense que ça va passer. C'est une période. Enfin après, même si la Google, ça fait quelques années qu'ils nous habituent à ce genre de de petits. Mais ouais, je pense que ça va se calmer. Et puis toutes les problématiques, c'est ça qui est génial. C'est, tu vois, tu parlais de problématiques de taux de conversion. Moi, ça me passionne de me bouffer un analytics et d'aller vraiment fouiller pour essayer de comprendre qu'est-ce qui cloche pour faire augmenter ce taux de conversion, etc. Et au final, cette partie donc vraiment analyse e-commerce, ça se rejoint vachement et il y a plus ces frontières. Il y a de moins en moins de frontières en tout cas parce que dans tous les cas, si tu ramènes un trafic pourri, que ce soit en SEO ou en AdWords, si tu ramènes un trafic pourri et en SEO, tu peux ramener un trafic pourri en te positionnant sur des mots clés qui sont pas du tout forcément les plus pertinents. Ben voilà, ça va dégrader ton taux de conversion, ça va dégrader tes indicateurs. Donc, dans tous les cas, tu dois jouer sur tous ces leviers, que ça soit acquisition et également partie e-commerce, on-site, travailler ton ergo, travailler. Et au final, tout se rejoint. Et c'est là où j'ai le poste qui me plaît vachement actuellement, c'est que j'ai une vue sur tout ça et j'actionne la manette un peu que je veux, etc. Donc c'est vrai que c'est cool. On parlait avec... Enfin, on parlait. Non, je parlais avec Marie de Guillaume et Ouzan et comment il m'avait bluffé avec sa promo par SMS de son nouveau site web, quoi. Alors ça, je suis passé à côté. Ben, en fait, voilà, Guillaume et Ouzan, je sais pas si tu connais. Qui est de nom, ça me dit quelque chose, ouais. Enfin, bon, il a écrit plusieurs livres, il fait des confs et il est à Aix ou Nice ou enfin par là dans le sud. Dans le sud, ouais. Et là, il a lancé un site qui s'appelle Oncle Web, qui est formation, web marketing, voilà, il vend des trucs. Et je reçois un SMS ouais. de lui et j'en parle dans le podcast de Marie, il répond dans les commentaires en disant effectivement, j'ai checké, il y a plein de gens qui n'ont pas vu mon mail, mais tout le monde a vu le SMS. Ouais, j'avoue. Sur une base de 4000 personnes, ça commence à être intéressant. Ah bah le SMS, c'est l'avantage, c'est que le SMS, c'est forcément lu. T'as pas de taux d'ouverture. Hein. Ouais. Hein, le taux d'ouverture, il est 100%. Donc il est forcément lu. Après, est-ce que les destinataires ont vraiment agi par rapport à ça, sont allés voir, ça c'est autre chose. T'as un taux de transfo et qui là va être beaucoup plus compliqué à traquer que quand tu envoies un email. Donc ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Mais c'est clair, c'est que à un moment faire passer le SMS, bah t'es sûr qu'au moins les gens l'ont lu et sont au courant. Ouais. Donc c'est clair qu'en termes notoriété, ça peut être vachement puissant. Après, tu as toute cette notion de, je sais pas comment Guillaume a shooté et récolté sa base, mais tu as toutes ces notions d'opt-in SMS qui sont pas encore assez développées, en France notamment. Et autant l'opt-in email, ça y va, autant l'opt-in SMS, donc c'est-à-dire les gens qui acceptent explicitement de recevoir des publicités sur leur téléphone portable, et ben d'un coup ça te réduit le spectre des personnes à qui tu peux envoyer ça, ce qui en fait un secteur qui n'a pas encore non plus explosé maintenant. Il y a le call marketing, Yves Weber, je sais pas si tu avais regardé, mais ça aussi c'est intéressant. Alors quand tu dis call marketing, t'entends quoi exactement? J'entends de pouvoir vraiment, alors comment je peux te faire en 3 phases, c'est-à-dire que le but c'est d'ajouter de l'analytics, d'améliorer la conversion, le reporting, etc. au coup de téléphone. Quand un client t'appelle, tu as maintenant des technos qui te permettent de faire des trucs de fou, quoi. Avec des numéros spécifiques et comme tu arrives à tout traquer et à même savoir que le mec a acheté en ayant d'abord passé un coup de fil avant. Ah ben, mettons que tu peux savoir de quelle page il vient. Ouais, bien sûr, ouais. Tu vois, tu mets un numéro sur une page, tu sais que le gars il est en train de consulter un canapé blanc. Ouais, tu peux savoir combien de temps il est sur ton site, quelles sont les 3 dernières pages qu'il a vues. Bah nous, concrètement, moi j'utilise ce genre de choses quand on fait du web callback. Je sais pas si tu vois le web callback. Ouais. Globalement, tu demandes à un internaute
on vous rappelle gratuitement, tu mets ton numéro et t'es rappelé. Alors, tu as plein de services automatiques qui te rappellent avec un serveur vocal, etc., et qui ensuite mettent en relation avec un conseiller, qui sont très bien, mais qui sont très chers pour ce que c'est, parce qu'il y a vraiment une option beaucoup plus simple, qui est de dire, bah, tu mets ton numéro de téléphone, tu appuies sur « je veux me faire rappeler », et en fait, ça envoie juste un mail. Alors évidemment, il faut être actif derrière, et tu actives ton web callback seulement dans les moments où tu travailles. Ça envoie un email, et l'email te dit, eh bien, son adresse IP, bon, c'est ça, ok, mais surtout, il t'appelle depuis cette page-là, il est en train de regarder ça depuis tant de temps, et tu peux même savoir bah, sur son trafic quelles autres pages il a vues, etc. Donc, essayer de, déjà avant de le rappeler, sans avoir de serveur vocal, bah, c'est quelqu'un qui reçoit le mail et qui va prendre son téléphone pour l'appeler. Déjà, t'es même capable de dire depuis quel mot-clé il est venu sur ton site. Oui, mais Florian. Donc, tu as plein de choses. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. Mais oui, mais va checker. Il y a tellement de personnes d'annonceurs, mais qui sont à 100 000 lieues de ça. Mais parce qu'ils ont peur, ils veulent pas parler aux clients. Ils veulent pas de numéro de téléphone parce que ça coûte de l'argent, parce qu'il faut quelqu'un derrière le téléphone, parce que tout ça. Alors que la conversion par téléphone, laisse tomber, c'est démultiplié, quoi. Mais va regarder Widget for Call avec le chiffre 4. Ouais, ça marche. Ok, la suite. La suite. Si on parlait de... Moi, j'ai un collector. Je l'ai aussi, mais c'est le dernier. Hein. Ouais, d'ailleurs, il est un peu abîmé, tu vois. Il n'est pas dédicacé. Non, bah écoute, à l'occasion. Bon, écoute, on va pas parler en plus. Maxime, moi, je l'aime bien, tout ça. Donc, bon, voilà. L'ancien éditeur a mis les clés sous la porte. Tu étais coincé avec ton bouquin, mais que tu pouvais pas réimprimer comme ça d'un coup de baguette magique. Tu as dû repartir à partir de zéro. Sauf que je te plains et pas à la fois. Parce que moi, j'ai vu tes slides au VLC. Ouais. T'es un malade mental. Je veux dire, tes slides, du point de vue... on sent que... je sais que le boulot qu'il y a derrière faire des slides comme ça, quoi. Ah ouais, mais je suis prof en école de commerce aussi, donc si tu veux, j'ai appris à faire des slides à peu près structurés et puis qu'ils soient pas non plus trop moches parce que ça fait partie du truc. Mais ouais, il faut. De toute façon, moi de base, je déteste prendre des notes pendant que je suis en cours. Tu vois, pendant que j'étais en cours. Et du coup, moi, j'adorais quand on me filait les slides et que voilà, bah, j'avais le résumé du cours et j'avais pas besoin de prendre des notes. Parce que les profs voulaient qu'on prenne des notes, donc du coup ils te mettaient une phrase sur la slide, et puis après ils te découlaient un argumentaire de 30 minutes, et c'était dans l'argumentaire qu'il y avait des choses intéressantes. Et quand je vois des slides de différents prestataires ou de différents intervenants, où ils te mettent juste une accroche et puis ils te disent « Ah ouais, mais tu vois, tout l'intéressant, c'est ce que je vais te dire. » C'est bien, effectivement, il faut le dire. Mais voilà, le but c'est quand même, on est dans un milieu professionnel, c'est fini le côté étudiant, le côté seulement ceux qui vont prendre des notes vont se servir du truc. Je sais pas. Moi, je suis à l'antithèse de toi du point de vue de la presta en conf, c'est-à-dire que d'ailleurs la dernière conf au SO Campus, j'avais même pas de slide. Enfin, c'est un acte, même si personne m'a cru, je les ai effectivement effacés juste avant de rentrer dans le truc. Pourquoi? Parce que c'est dans une conférence de 40 minutes. Je suis désolé, c'est pas un cours à des étudiants. Il y a un sentiment. Enfin, voilà, il y a quelque chose à transmettre, une énergie, un état d'esprit, etc. Le tuto fichier enregistré sous, on s'en tape, quoi. Non, mais il n'y a pas que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut, en tout cas, à mon avis, que quand le mec, tu lui donnes la presse, parce que le but c'est quand même, enfin moi je donne toujours les présentations aux personnes qui, ouais, tu m'étonnes. Non mais aux personnes qui ont assisté, je donne parce que voilà ils étaient là, ils ont vu, enfin ils partagent le truc. Après le but évidemment c'est pas que ça se retrouve diffusé partout, voilà parce que c'est du travail effectivement derrière. Mais en tout cas, je donne les slides et il faut qu'ils aient l'essentiel, ils aient l'essentiel de ce qu'il y a à retenir de la presse. Et comme tu l'as vu au VLC, moi, c'est très concret. Je vais pas théoriser sur du marketing avec du blabla. Moi, c'est très concret. C'est, voilà, tu fais ça, tu peux faire ça, tu peux cliquer là. Donc, ce genre de choses, c'est quand même pas mal d'avoir Non, je suis d'accord.
qui récapitule le truc, que toi, de ton côté, eh ben, autant au VLC, tu avais un enregistrement. Ok. Mais la plupart du temps, t'as pas d'enregistrement. Donc, du coup, le VLC, Raphaël enregistre et t'as le MP3 à la fin. Ouais. Avec oui, mais même, regarde. Je veux dire, c'est assez rare. Oui, mais comment te dire? Moi, ma conf au VLC, à mon avis, elle était à chier pour deux raisons. La une, c'est que bon là, tu vois, on parle en podcast, je suis devant mon écran, etc. Mais il y a une espèce de moment de solitude quand même. Seule façon, c'est un petit peu comme à la radio, tu vois, quand tu parles devant un micro et que tu sais qu'il y a plein de gens derrière. Moi, je préfère avoir des gens en face. Voilà. On est d'accord. Alors ça. Et deuxièmement, le sujet du cocon sémantique, il me faut des choses qui bougent. Il faut que je puisse montrer, voilà, comment faire un mind map, machin, tout ça. Avec des slides, je pouvais pas le montrer. Ça, c'est pas passé comme j'aurais. Là, je vais faire un truc en screencast, quoi. Ouais. Et ça sera beaucoup plus facile pour moi de montrer. En fait, c'est deux styles différents. Et mais honnêtement, respect parce que je ne pourrais jamais être capable de faire ce que tu fais. Mais si. Bon, bien sûr, attends, mais bien sûr que je sais aussi manipuler Keynote ou PowerPoint, machin, faire des effets spéciaux et faire des jolis trucs, mais je sais le temps qu'il faut, c'est un truc de malade, quoi. Bah, c'est. Et encore, il y a mieux, hein. Moi, franchement, celui qui me fait qui vraiment, je respecte là-dessus, sur la partie présentation, mais même sur la partie SEO, c'est Nicolas Robineau, qui lui fait des présentations avec un outil qui est génialissime, qui s'appelle Prezi. Ouais, je sais pas si tu connais. Ouais, mais le problème, c'est que toutes les Prezi, elles font Prezi maintenant. Donc. Non, mais quand c'est bien géré, mais c'est génial. Enfin, tout est animé, il y a pas de notion de slide, il y a une notion de parcours. Et alors, moi, j'ai essayé de m'y mettre, zéro. J'aime pas. Il y a le problème après que tu peux plus avoir une trace offline. Ça, c'est ça qui me pose un problème. T'es obligé d'être online et mais je trouve l'outil génial et quand tu sais le maîtriser comme le fait Nicolas, moi je dis chapeau parce que vraiment, alors là, c'est l'aboutissement encore plus de ce que. Non, j'en ai vu plein de Prezi, mais le problème c'est que ça fait Prezi, quoi, comme Ikea fait Ikea, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, tu reconnais ou Bang & Olufsen fait Bang & Olufsen, quoi. Tu reconnais le fil, enfin parce que pour donner deux extrêmes, Ikea. Mais voilà, on voit que c'est fait avec Prezi. Après, on s'en fout, je veux dire, peu importe. Moi, je suis plus impressionné par les mecs, ce que j'appelle les George Lucas du PowerPoint. T'as des gens, et je me rappelle, moi, quand j'ai fait mon TEDx, ok, je suis arrivé comme d'hab avec mes slides, voilà, une image et puis un mot, que j'avais fait la veille. À l'impro total, j'avais rien préparé, enfin, je suis arrivé comme ça, comme je fais d'habitude. Et les autres, avant et après moi, c'était tous des George Lucas du PowerPoint, quoi. Des trucs, mais c'est hallucinant. Des conférenciers professionnels, c'est très très impressionnant. Mais à la limite, moi je m'en fous. C'est aussi bien passé mon truc parce que justement, voilà quoi, c'était. Si t'as pas peur de la comparaison, ça va, mais. C'est différent. Je dis pas que c'est. Enfin, de toute façon, je pourrais pas le faire. Donc voilà, soit on n'aime pas ce que je fais, qui est un peu plus théâtral, tout ça, soit. Non, mais après c'est deux styles. Après, si la présentation est pas. Enfin, franchement, je pense que je veux dire, c'est un globe, c'est un tout. Si le PowerPoint est pas très bien travaillé, mais que le contenu est canon, franchement, tu t'en fous du PowerPoint. J'ai envie de dire, La différence, c'est que quand on a bûché comme toi et qu'on a fait ces slides, c'est très rare de se planter. Moi, dans mon style, je reconnais, oui, il y a des fois, j'ai été complètement nul. Pourquoi? Parce que si t'es un peu fatigué, si t'es un peu machin, t'as pas t'as pas tout le truc pour te rattraper. Quoi. Ne pas faire la fête avant, hein, la veille, hein, ça c'est pas possible. T'as pas de filet. Et effectivement, c'était pas cette année, c'était l'année d'avant où. Attends, le mieux, c'est avec Roland. Tu sais que Roland il est un peu fêtard quand même. On a dû se coucher ensemble, il devait être. Enfin, ensemble. Coucher ensemble. On est parti, on est rentré dans l'hôtel. On est rentré dans l'hôtel ensemble. Il devait être très tard la nuit ou très tôt le matin, mais 6 heures et quelques, ouais. Et effectivement, on devait être à 9 heures opérationnel. Possible. Au SO Campus. Bon, je faisais qu'animer une table ronde, etc. Mais même quand même, c'est voilà quoi. Ouais, tu devais quand même te réveiller une fois que les intervenants avaient fini de parler, donc c'est. J'avais fait
qu'une siesta, comme on dit ici. Hein. C'était une petite... Bon, reparlons du bouquin un petit peu. Bah, le bouquin, donc ouais, donc tu l'as dit très justement. Effectivement, donc l'éditeur, les éditions de l'Alembic a fermé. Pour être tout à fait franc, j'ai pas vraiment apprécié la façon dont ça a été fait. Mais moi, j'étais pas du tout en relation avec Maxime, hein, pour le coup. J'étais en relation avec une autre personne qui travaillait avec lui. Et pour le coup, si tu veux, j'ai appris que les éditions avaient fermé quand un tweetos est venu me dire bonjour Florian, j'ai essayé d'acheter ton livre, mais il est plus dispo sur Amazon et le site de l'éditeur est inaccessible. Comment ça se fait? J'étais en salle de sport à ce moment-là, je reçois ça, je fais mais c'est quoi ce bordel? Et je vais voir depuis mon smartphone, effectivement Amazon indisponible et plus de site avec un message disant nous arrêtons là, nous sommes déçus par le monde de l'édition tel qu'il est actuellement, etc. Et les auteurs étaient même pas prévenus. En tout cas, moi, j'étais pas prévenu. Enfin, franchement, je trouvais ça un peu limite. Donc du coup, surtout qu'il n'y en avait pas 250 auteurs. Non, mais c'est ça. Enfin bon, c'est pas, voilà. Donc du coup, franchement, la pilule a été très mal passée parce que que la boîte aille mal, que la boîte ferme, il y a pas de souci. Mais la moindre des choses, c'est de prévenir et c'est pas de l'apprendre quand tes potentiels lecteurs cherchent ton bouquin. Donc bref, voilà. Donc ça c'est fini. Ça c'est donc pas très bien terminé là-dessus. Après, ce premier bouquin qui très honnêtement, quand je le vois maintenant par rapport au second, il fait super amateur. Hein. Enfin, franchement, je suis très content qu'il y ait eu quand même des centaines de ventes sur celui-là. Mais quand je regarde par rapport au nouveau, je me dis, waouh, c'est vraiment à 2000 km de là. Là, je suis passé avec un éditeur qui est donc Erol. Et d'ailleurs, je remercie encore Olivier Andrieux pour m'avoir mis en relation avec Erol. Je sais que Olivier Andrieux met en relation tout le monde. C'est le pape du référencement en même temps. Il va falloir qu'il vienne dans un podcast. Ça serait bien, mais j'essaye de faire découvrir un peu des gens nouveaux d'habitude, tu vois, qu'on connaît pas, mais donc tout le monde le connaît, mais c'est vrai que quand même, voilà quoi. Non, mais là, franchement, il a été plus que faire parce que pour le coup, je lui avais envoyé une version du premier bouquin et sa critique est toujours sur Abondance et il n'avait pas été de main morte avec le bouquin. D'ailleurs, ce que j'avais d'autant apprécié, parce que moi, ce qui me fait plaisir, c'est sympa qu'on me dise que c'est cool et que le bouquin est génial. C'est super, ça fait super plaisir. Mais honnêtement, j'en retiens quoi? Je progresse comment par rapport à ça? C'est plus compliqué. Donc, me dire que c'est bien, c'est cool. Maintenant, me dire ça aurait pu être mieux, mais c'est génial parce que moi, c'est comme ça que j'avance. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait cette nouvelle version, 2 ans après, donc. J'ai pris en compte toutes les remarques, notamment celles d'Olivier, sur la qualité du papier, sur le fait que ça soit pas assez expert. J'ai vraiment pris en compte toutes ces remarques-là pour essayer de faire un peu moins de déçus, même si les déçus n'étaient pas vraiment publics, parce que tous les amis, tous les potes de la communauté qui m'ont fait des super articles, je les remercie encore. J'espère qu'ils seront là pour cette nouvelle version aussi. Mais en tout cas, je les remercie encore et ça. Stop. On devait faire un podcast. À la sortie du premier. On devait faire un podcast il y a 1 an et demi. Bien sûr, on devait faire un podcast. Et bien sûr. Non, mais il y a eu beaucoup de choses sur la sortie du premier. J'ai vraiment été bien accueilli et il y a vraiment plein de potes qui ont joué le jeu, donc j'ai trouvé ça génial. Là, maintenant, sur le nouveau, j'ai vraiment pris en compte, parce que moi, les critiques, on me les donnait surtout en off. C'est-à-dire, on me disait, ouais, sans vouloir te vexer, mais ça me vexe pas, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui va pas? Voilà, c'est pas assez expert, c'est un peu trop débutant. Et c'est vrai qu'avec du recul, j'étais pas assez rentré dans le vif du sujet. Là, du coup, c'est pas, pour rassurer un peu tout le monde, c'est pas ceux qui ont acheté le premier peuvent acheter le second, vraiment. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment tout revu. En fait, avec le premier éditeur, il y avait un concept qui était 1 page, 1 question. Le contenu de la réponse ne devait pas excéder 1 page. C'était le concept. Là, mon nouvel éditeur m'a dit très justement, ouais, mais là, tu traites la question de façon trop superficielle. Il faut rentrer dans le dur, il faut rentrer dans le détail. Du coup, j'ai tout revu. Il y a environ, un peu plus de 70% des questions qui ont été revues, et je suis passé d'une centaine de questions à 150 en allant dans les côtés. Alors, il y a toujours la partie débutant. C'est celle qui a le moins bougé, hein, parce que la différence entre l'AdWords et le référencement naturel,
Bon, depuis 2 ans, ça n'a pas beaucoup bougé. Quoique. Mais, mais j'ai envie de te dire, là, je suis vraiment rentré dans le fond avec les campagnes Google Shopping. J'ai pu modifier, très important, grâce à l'éditeur, j'ai pu modifier le contenu du bouquin jusqu'à la dernière minute. Ce qui fait que encore actuellement, il est à jour à 100%. Il y a pas de choses qui ont changé depuis. Et donc voilà, Google Shopping, les scripts AdWords qui sont assez peu connus et qui sont d'une puissance folle. Les campagnes DSA, donc ce sont des campagnes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des campagnes très spécifiques que seuls les plus experts sur AdWords comprennent et arrivent à maîtriser. Bah, je suis vraiment rentré là-dedans pour jouer le jeu jusqu'au bout. Et en plus, je me suis, tu vois ce petit bonhomme là. Ouais. Bon, c'est une private joke. Les gens ne me connaissent pas, c'est pas grave. Mais tu vois, il a une chemise violette. Ouais. C'est pas pour rien. C'est censé être moi de base. Et du coup, j'ai eu la chance de trouver et de trouver un illustrateur. Et figure-toi que le bouquin, bah, il est complètement illustré aussi. Et ça, c'était pour que ça rende la lecture un peu plus funky. J'essaie de trouver un dessin, s'ils sont pas publiés sur Internet, mais parce que bon, c'est pour les privilégiés du bouquin, mais c'est pour te montrer un peu le style. Alors, l'humour, c'est moi. Attention, hein. Je suis désolé de base, mais là, tu vois, tu as le chapitre achat de mots-clés. Et donc, tu as un grand, bizarrement, qui avec son patron, et son patron qui lui dit ce sont des mots-clés que je vous ai demandé d'acheter, alors que l'autre con, là, il est parti acheter des clés. Enfin bref, tu vois, alors, vraiment, c'est pas de l'humour tordant, mais si ça peut au moins décocher un sourire quand tu lis ça, et ça rend le truc un peu plus agréable, bah franchement, j'ai réussi le truc. Donc voilà, ce bouquin, j'en suis, contrairement au premier, où avec du recul, j'en étais fier, c'est le premier, et c'est grâce à ce premier aussi que je suis arrivé à ce second. Faut pas que je l'oublie. Tu vois, si j'avais pas eu cette opportunité avec les éditions de l'Alembic, Erol m'aurait sans doute pas fait confiance. Bah, écoute, j'ai l'impression de faire le Tony Robbins à tous les podcasts, et je crois que tu es le 3e d'affilée, à qui enfin, tu es le témoin qu'il faut agir. Je veux dire, même s'il n'est pas parfait, même si machin, même ces trucs, tu as fait un premier bouquin. Ah bah bien sûr. Voilà. Et ça m'a pris du temps. Hein. Ouais. C'est vraiment un truc de... Là, tu vois, le premier bouquin, j'avais mis 1 an, le nouveau, à le refaire, etc., à l'enrichir. Ça m'a pris 8 mois d'écriture. Donc, tu bosses un peu tous les jours ou tu es plus par bloc comme ça, t'isoler? Alors, je suis plus par bloc, ouais. Et j'essaie de changer. Là, par exemple, dès qu'il y a des choses qui changent, qui évoluent, ou dès que j'ai des idées, eh bien, ou qu'on me pose des nouvelles questions qui sont pas dans le bouquin, eh bien, je me le note et j'essaie de le faire au fil de l'eau. Comme ça, si jamais le bouquin marche et que Erol me demande de sortir une nouvelle version et qu'on arriverait peut-être dans un système à la Olivier Andrieux de sortir un guide régulièrement. Alors, pour le coup, je connais pas toutes les éditions d'Olivier sur réussir son référencement web, mais moi, il faut vraiment qu'il y ait de la matière pour sortir une nouvelle édition. Ça sert à rien d'en sortir juste pour en sortir une. Donc du coup, j'avance dessus et j'essaie d'avancer dessus un peu tous les jours. Là, tu vois, j'ai sorti le premier article du blog que j'ai lancé sur les nouveautés du Keyword Tool de Google. Et ben là, j'ai commencé à enrichir les questions qui traitent du Keyword Tool dans le bouquin, de façon à être un peu up-to-date tout le temps et que j'ai pas, au moment où je veux ressortir une nouvelle version, à bûcher comme un malade parce que c'est vraiment un travail pas facile. Pourquoi on doit publier un livre pour exister? Alors ça c'est marrant parce que très clairement la sortie du premier bouquin m'a fait connaître et a vraiment accéléré les choses très fortement. Et ça, je pense que c'est très franco-français. T'as vraiment une notion du papier qui est différent. Aux States, tu vas peut-être pouvoir me le dire ou peut-être me contredire, mais moi j'ai vraiment l'impression que tu sortes un e-book ou un vrai bouquin, la reconnaissance est vraiment similaire. Aux States, il faut que tu sois un best-selling author. Voilà. Auteur, ça veut rien dire aux États-Unis. Il faut que tu sois un best-selling. Ouais, non mais on est d'accord. Mais après que tu sois un best-selling en e-book ou en version papier, c'est pareil. Enfin, t'as autant d'entre guillemets d'existence, comme tu dis, ou de reconnaissance. En France, t'as une notion du papier et même très honnêtement, cette notion, moi aussi, c'est important, je l'ai parce que moi, quand le premier bouquin s'est terminé,
Donc après, il a été en ligne en vente pendant 10 mois. Je trouvais ça un peu dommage. Il était encore super à jour. Je m'étais dit, c'est dommage. Et j'ai eu plein de propositions de l'éditer, de le sortir en e-book. Alors je pouvais pas pour des raisons de droit, parce que même si j'ai récupéré mes droits mes droits de publication, il y avait pas mal de choses dans le bouquin qui restent des droits du précédent éditeur. Mais même, j'avais envie de lui redonner une vie en papier, quoi. Tu vois, ça m'avait beaucoup plu cette première expérience, même s'il y a eu pas mal de ratés. Là, j'avais envie. Et honnêtement, j'aurais pas pu trouver mieux qu'Erol, je pense, au niveau professionnel et qualitatif de tout ça. Mon seul petit regret, c'est que le bouquin à l'intérieur ne soit pas en couleur. Ça, c'est pour des raisons de coût. Mais peut-être que si ça marche celui-là et que je suis amené à en sortir un peut-être pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, tu vois, le temps qu'il y ait vraiment de la matière à rajouter. J'ai pas mal d'idées aussi de mon côté. Peut-être que là, on investira plus pour mettre de la couleur. Donc voilà, il y a toujours des choses à faire et vraiment pour le coup, cette nouvelle version, j'en suis sacrément fier. Non, mais c'est vrai que ça m'a toujours. Bon, pour pas te mentir, moi, ça fait depuis 2007 ou 2008 que j'ai eu de multiples projets de bouquins. Après, c'est vrai que, comme plein d'autres projets, bon, c'est dans la to-do. Mais non, mais en plus, bon, bref, passons. Je vais même pas faire de teasing là-dessus, parce qu'en plus, je suis pas le seul impliqué dans le dernier projet bouquin. On l'annoncera en temps voulu. Mais ouais, j'ai jamais compris en fait cette espèce de. Et c'est intéressant, même pour toi. Enfin, oui, oui, j'ai envie de faire un livre. J'ai pas ni eu voilà, j'ai eu la flemme, mais c'est vrai qu'on en a envie d'en faire un. Mais après, après c'est différent parce que t'as le côté, soit tu fais un roman, soit tu fais un bouquin d'analyse, voilà, comment les AdWords, l'SO, le truc. Si t'es romancier, c'est bien, mais c'est un métier. Hein. Ouais. J'ai envie de dire. Voilà, Hein. c'est ça. Mais tandis qu'un bouquin d'analyse, finalement, enfin maintenant que j'ai un peu, parce qu'au début je savais pas, je disais mais comment on écrit un bouquin? Je me suis renseigné. Finalement, c'est pas si super, c'est beaucoup de boulot, mais c'est pas super compliqué. Ah non. Enfin, c'est autant que d'écrire un e-book où finalement, quand tu prends tout ce que tu as écrit sur ton blog, tu es capable d'en faire un bouquin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors ça, c'est plus mon truc que j'aime bien. Tu vois, le double effet qui se coule. Il y en a qui le font très très bien. Il y a des blogs, je pense à un blog de photos aux États-Unis où effectivement le mec il a vendu en un an, c'était en 2009, 100 000 copies, 100 000 copies de son bouquin. Son bouquin, c'était une compile des photos qu'il avait sur son blog. Oui, c'est vrai que tu te dis, oh c'est facile. Bon, après, c'est pas. Voilà, lui, il est un peu spécial de Et ça. c'est pas les mêmes lecteurs. Le lecteur du bouquin, ça n'a pas le lecteur du blog. Enfin, pour moi, c'est. Non, mais pas... même si les lecteurs du blog aussi veulent aussi des fois avoir le truc. Ah oui, bien sûr. Après, t'as cette partie-là. Mais en tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que là, je suis allé à la Fnac des Halles, et putain, voir son bouquin en tête de gondole, c'est cool. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé, il y avait même quelqu'un qui le feuilletait le bouquin. J'ai pas osé aller lui parler, tu vois. Genre, vous en pensez quoi? Est-ce que tu vois, genre enquête terrain, etc. Mais ouais, tu te dis, ouais, j'étais un peu frustré que le premier soit dispo que sur Amazon, quoi. C'était un peu dommage, quoi. Tu fais du papier et le papier est pas dispo en librairie. Et là, avec l'aura et la puissance des rôles, de voir ton bouquin dans les Fnac et que, enfin, c'est autre chose, quoi. Franchement, c'est vraiment trippant. Là, ça me. C'est déco, hein. Non, mais c'est intéressant. Hein. Et du côté auteur, je comprends tout à fait d'où tu viens. Du côté lecteur, c'est clair que Kindle et quand même, ou même iPad ou tout ça, enfin, ça a rendu la chose très très facile, quoi. C'est clair. Moi, je suis encore un amoureux du papier. Hein. Pour le coup. Un bouquin, regarde, rien que. Moi, j'ai un peu la phobie du papier, justement, depuis que. C'est quoi ce pavé? Non, mais c'est des pavés sur voilà, quoi. C'est ce que les gens m'envoient gentiment. Isabelle, qui doit venir. Ouais. Isabelle encore. Bon, on voit que t'es fan. Olivier Andrieux. Ouais. Il y a Daniel Roche quelque part, je sais pas où il est passé, Daniel.
Ouais, bah, je suis dessus sur le sien en ce moment. Ah ça j'ai pas compris, regarde, parce qu'il y en a deux en fait sur WordPress chez Erol. Ouais, ouais, j'ai vu ça Et l'autre il est nul, hein. Celui Daniel il est bien, l'autre il est naze. Je ne Et connais pas pourtant, le mec c'est la qui l'a même écrit, collection. mais il est nul. C'est la même collection. Et tu sais que d'ailleurs, en parlant de collection, c'est vrai que tu vois, le bouquin de Daniel, il est dans une collection qui fait partie de plein d'autres choses. Moi, je suis super content d'avoir un bouquin qui ressemble à rien d'autre. Ouais. Et d'avoir fait mon petite illustration avec mon illustrateur et d'avoir un truc, on s'est bataillé sur la couverture avec l'éditeur, mais finalement, c'est canon. Et je sais pas, c'est aussi, voilà, tu vois, c'était pas juste, même, tu vois, j'avais un moment, j'ai approché les éditions Les Nuls, pour Les Nuls, en disant, bah, il n'y a pas les liens sponsorisés pour Les Nuls, ça n'existe pas, il y a peut-être des choses à faire. Bon, j'ai jamais eu de réponse, je regrette pas du tout. Mais finalement, quand tu regardes pour Les Nuls, les bouquins se vendent comme des petits pains, mais l'auteur est jamais mis en avant. Tu sais pas qui a écrit le bouquin pour Les Nuls, C'est vrai. même si c'est écrit dessus. Enfin, d'ailleurs, ce sont souvent des gens inconnus, hein, c'est pas des auteurs connus. Et c'est vrai que bah, là, d'avoir pas rentré dans une collection aussi et d'avoir son propre petit Attends, objet. je jette mon pavé de. Et me dis pas plus, je te crois pas. Bah, écoute, si, je lis relativement vite, mais le problème, c'est que voilà, moi, en fait, effectivement, les livres papier, depuis que j'ai déménagé des dizaines, des centaines de fois, me trimballer les cartons de bouquins, j'en pouvais plus, j'ai tout balancé et je veux plus de livres, quoi. Mais je garde précieusement, vous avez vu, à côté de moi, tous les livres de mes copains ASO qui On pourrait faire une belle bibliothèque, hein, à mettre en fond là pour les podcasts. Non, c'est caché sous le bureau. Ouais, bah d'accord. J'avais envie de te parler d'un truc et je viens de l'oublier. D'accord. C'est con. Ben, je sais pas. Alors bon, ok. Non, j'ai pas envie de rentrer dans. Est-ce que tu as des astuces pour AdWords, machin. Est-ce qu'on peut me donner des conseils, des trucs. Je pourrais. Le conseil du moment, très rapidement, c'est pour les e-commerçants, lancer une campagne Google Shopping. Ça cartonne en termes de transfo, mais c'est génial. Alors c'est pas facile à prendre en main. Et moi, d'ailleurs, c'est marrant. À chaque fois que je fais une conférence, on me demande de parler de Google Shopping parce que c'est vraiment le sujet du moment. Google a tout rénové sur ces campagnes-là il y a 2 mois de ça. Mais vraiment, la transfo par rapport à une campagne AdWords classique, ça n'a rien à voir et ça cartonne. De mettre vos petites photos sur les pages de résultats de recherche qui viennent encore bouffer la place du SEO, mais ça c'est un autre débat. C'est en termes de transfo, en termes de rentabilité, ça marche très très bien. Maintenant, beaucoup de gens s'y sont mis. Il y en a encore beaucoup qui ne s'y sont pas mis, ce qui fait que les CPC, même s'ils ont bien augmenté depuis le début, restent encore acceptables. Et il y a vraiment des choses à faire pour être parmi les 3 ou les 6 produits qui sont présentés là-dessus. Ça serait le conseil là-dessus. Après voilà, mon bouquin, c'est un mode, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est assez particulier, c'est-à-dire que ce sont des questions et des réponses. Je suis pas parti sur un tutoriel. Si les gens cherchent un tutoriel pour dire voilà comment je prends en main Google, ils peuvent prendre un très bon bouquin qui est aux éditions ENI, qui s'appelle le guide complet Google AdWords, qui est très bien. Les formations officielles Google sont pas mal aussi. Les formations officielles, ouais, c'est... En fait, démarrer, enfin, si, ouais, tu peux tomber sur des bons trucs, quoi. Hein. Tu peux tomber sur des bons trucs, mais souvent, le problème, c'est que tout ce qui est officiel Google, ils mettent tout dedans. Et du coup, pour un débutant, il faut savoir trier les infos. C'est vrai, ça, c'est vrai. Quand tu lis le centre d'aide Google, bah oui, il y a tout, c'est super riche. Non, mais même des vidéos. Enfin bon, cela dit, moi, il m'avait dragué en tant qu'agence, tu vois. Je sais pas, j'ai reçu plein de supports, plein de trucs, mais peut-être que c'est pas disponible pour autre chose que les agenciers aussi. C'est aussi pour les particuliers. Mais tu vois, ils ont lancé AdWords Express aussi pour les particuliers, pour essayer de lancer les petits commerçants dessus. Ça marche pas très bien parce que c'est de l'AdWords sans la puissance d'AdWords où tu peux pas contrôler ton CPC, tu peux rien faire. Donc c'est un peu dommage. Et c'est vrai qu'ils ont fait un outil super complexe. Mais il y a besoin, cette complexité, elle est nécessaire pour pouvoir optimiser et maîtriser sa campagne. Si tu n'avais pas cette complexité disponible, tu pourrais pas en faire quelque chose de génial. Et du coup, le bouquin, c'est vraiment des questions que se posent les gens. Comment on fait ça Alors des questions très simples, hein, du type, la question de base, c'est je comprends pas, CPC max, CPC moyen, ça veut dire quoi? Je comprends rien. Ouais, tu as des questions plus débutants. Mais après, voilà, des questions, comment je change dynamiquement le prix de mon produit dans mon annonce, ou des questions, est-ce que je peux faire confiance au Keyword Tool de Google sur les estimations qu'il donne? Et moi, je vous le dis, la réponse c'est non. Mais voilà,
il y a plein de choses où j'ai voulu faire comme une FAQ. C'est une FAQ en fait. Hein. C'est une FAQ en rien parce que c'est du concret. C'est pas du blabla, du alors AdWords ça fonctionne comme ça, machin, etc. T'as une question qui t'explique ce que ça veut dire les enchères par rapport aux concurrents, mais tu vas pas théoriser trop. Tu mets du concret, tu cliques là, t'as des captures d'écran qui te disent voilà c'est là quand c'est un peu complexe, qui t'expliquent comment interpréter tes rapports. Et voilà, moi de toute façon de base, je suis vraiment dans le concret. Je suis pas dans le. Et moi j'avance sur du concret et j'aime quand les choses sont concrètes. Donc du coup, quand je partage des choses, bah c'est du concret aussi. Bon, moi, je t'avoue que AdWords, je suis curieux, j'ai testé, j'ai machin, j'ai truc. Mon e-commerce qui est sur de l'étranger, qui n'est pas en France, Ouais. fonctionne. Enfin, voilà, le point le break-even point doit être atteint rien qu'avec AdWords. SEO, ça doit être du bonus. Mhm. Mais c'est pas moi qui le gère, je le fais gérer. Après, il y a des choses moi que j'ai observées. Par exemple, qu'est-ce que tu penses au niveau du quality score, tu vois? J'ai l'impression que quand tu es bien thématisé, ça marche mieux que quand tu es un peu plus foire-fouille, tu vois? Ah, mais Même bien quand tu es... dans tous les Ouais, cas, la base, c'est de pas être foire-fouille. Tu peux pas construire une campagne. ouais, Il faut tout structurer. Et la base d'une campagne réussie, c'est la structuration de ta campagne. C'est-à-dire, il faut des ad groups super précis, avec un nombre de mots-clés qui sont limités dedans. Et en fait, au début, quand tu commences, bah forcément, tu es un peu à la mode foire-fouille. Tu te mets, on va prendre un truc, tu vends des ordinateurs. Et bah du coup, non, encore mieux. Tu es ramoneur à Montauban, par exemple. Un exemple complètement pris au hasard, qui risque de revenir bientôt d'ailleurs. Tu es ramoneur à Montauban. Bah, au début, tu mets tous tes mots-clés dans un ad group qui s'appelle ramonage, service de ramonage, ramonage pas cher. Enfin, j'ai l'impression de l'entendre. Enfin, ça revient régulièrement à chaque fois cette phrase. Je sais pas pourquoi. Et du coup, au début, tu commences, mais plus. Après, tu as du temps. Ouais. Faut que tu prennes du temps pour optimiser. Et l'optimisation de base, c'est structurer et diviser tes ad groups. Et tu prends un ad group et tu vas faire ramonage en Île-de-France, ramonage en Haute-Loire. Tu vas faire des ad groups par région. Et puis après, quand tu vas voir, tu vas finalement faire certains ad groups qui sont dédiés à certaines villes, type Montauban, etc. Des villes importantes. Et c'est comme ça que tu avances. Mais on est d'accord, le quality score fonctionne bien mieux parce qu'une des clés du quality score, c'est la cohérence que tu as entre ta landing page, ton annonce et ton mot-clé. Exactement. Il faut que tu aies une cohérence, la cohérence la plus précise. C'est-à-dire que même si tu achètes Ramonage Montauban et que tu as une annonce qui dit votre ramonage à Montauban pas cher, cliquez ici, et que tu arrives sur la homepage qui est ton site topramonage.com, et ben là, tu as un élément du quality score qui va dire ah ouais, mais sur la homepage, c'est trop générique, on retrouve pas le mot Montauban forcément dessus, alors que si tu as une landing page, et ça va avec le SEO, parce que souvent, bah, si tu veux ranker et tu vois que Ramonage Montauban, ça marche bien, et bah, du coup, tu vas faire une page Ramonage Montauban pour essayer de ranker dessus, et ben cette page-là sert tant en SEA aussi. Et si elle est bien optimisée, c'est ce que je disais lors d'une conférence au SMX l'année dernière, une page optimisée en SEO, elle est aussi optimisée en SEA et inversement. Donc souvent, tu peux te servir des mêmes pages pour atteindre l'objectif et du coup, ta construction de stratégie, elle va dans le même sens. Tu fais pas un truc spécial pour le SEO et un autre truc spécial pour le SEA sur une même page. Parce que le SEA aussi veut du contenu, hein. Le SEA aussi va regarder tout ce que tu as mis et si tu as une cohérence sémantique avec ton annonce, etc. Donc, dans tous les cas, ça va dans le même sens. Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu regardes du côté un peu sous le capot? Il y a des conférences, ou des documents scientifiques, des trucs comme ça sur AdWords qui sont fascinants, qui même m'excitent plus que le search, parce que chez AdWords, t'as les rockstars de Google, quoi. Les techos chez AdWords, c'est c'est clair. Les mecs, c'est les là où il y a de l'argent à gagner. Et puis, les algos, tout doit être tellement plus perfectionné, tellement plus précis. Pourquoi? Parce que dès que ça déconne 30 secondes, tu as le téléphone qui sonne, il y a le feu, quoi. C'est ça. Sur le search, ils s'en tapent, quoi. Je veux dire, ça peut rester cassé des semaines, des mois. Voilà, quoi. Mais AdWords, non, c'est... Enfin, j'adore... Moi, je l'ai dit, je l'ai répété, j'adore fouiller un peu qui bosse chez Google, voilà, qu'est-ce qu'ils font, etc.
Et chez AdWords, il y a vraiment, enfin, j'ai pas là des noms en tête, ou peut-être il faudrait que je mette des liens, mais fouiller un petit peu sur, il y a de pas mal. Est-ce que, donc ouais, je refais ma question. Est-ce que toi, ça t'intéresse sous le capot un petit peu, le côté algo, tout ça, comment ça marche? Alors moi, je suis pas très bon en maths. Si tu veux, moi j'ai assisté aux conférences, notamment des frères Perronnet, et j'ai eu plus mal à la tête qu'autre chose. Je doute pas qu'il y ait il y a un véritable intérêt dessus, mais moi je suis dans le concret, je suis dans l'applicatif. C'est-à-dire que oui, la formule du quality score, elle existe, hein, comme la formule du PageRank. Mais moi je vois des suites et des machins, mais laisse tomber quoi. Moi j'apprends par l'exemple et en essayant. Ben, comme en SEO en fait, il y a ceux qui vont fouiller dans l'algo, mais moi non, je suis pas. Moi c'est plus empirique parce que j'arrive à. Je crois que c'est Sylvain qui dit, hein, c'est même l'exemple de Sylvain Perronnet que je resserre, t'as pas forcément besoin de savoir comment marche un moteur pour conduire une voiture. Exactement. Sauf que quand tu veux devenir pilote de course, machin, peut-être que, enfin, dans ton cheminement, quelque part, à un moment donné, c'est peut-être intéressant. Mais après, je pense que c'est plus question d'affinité. Il y en a qui kiffent, il y en a d'autres qui s'en foutent, quoi. Attends, faut que je te montre quelque chose. Là. Tu m'as fait penser à quelque chose. Faut que je te montre quelque chose qui va te faire rigoler. C'est sur le chapitre outils. Je te présente chapitre outils. D'accord. Donc j'ouvre le capot avec un moteur Google. Tu auras fait le parallèle moteur de recherche, moteur de voiture, et qui dit rien de plus facile que de bricoler un moteur. Il suffit d'avoir les bons outils. Donc, mais pour autant, c'est peut-être un peu mensonger parce que je rentre pas sous le capot dans le bouquin en tout cas. Il y a pas d'analyse de la formule du quality score. C'est pas du tout l'objet. Et moi, même si je comprends le côté en tirer des choses concrètes, mais moi quand je vois ça, je vois plus de la théorie que du concret et de l'applicatif directement. Donc c'est pas ce qui me botte. Ouais. Comment tu vois par contre le côté, parce qu'il y a des côtés obscurs un peu hein, sur AdWords, des rumeurs de dumping, des rumeurs de si tu arrêtes ta campagne, ton SEO s'écroule, des rumeurs qu'ils ont embauché les meilleurs experts en game theory, la théorie des jeux. Je sais pas si tu connais ce truc. Alors là, on rentre dans la manipulation et tout, quoi. Enfin moi, la théorie du complot, AdWords versus SEO, j'y crois pas du tout, parce que si jamais un jour c'était prouvé, d'ailleurs c'est ce que j'explique dans le bouquin, parce que c'est des questions qui sont récurrentes, hein, des questions vraiment où on dit, mais quel est l'impact, quels sont les liens entre une campagne SEO et AdWords? Bien sûr, il y en a parce que une campagne optimisée SEO, enfin AdWords va servir le SEO. Mais globalement, la théorie du complot qui dit Google, bien sûr, moi je suis sûr qu'ils le font, ils le regardent, mais ils le regardent à titre d'analyse. Ils en tirent aucune chose parce que si jamais c'était prouvé, ça aurait vraiment les mecs, ils ont craqué. Tu te rends compte? Donner le pouvoir à un commercial AdWords d'appuyer sur un bouton pour dézinguer un site. C'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, c'est au contraire de tout ce que prône Google. Même si il franchit de plus en plus des fois la ligne jaune, celle-là, c'est trop risqué pour lui, je pense. Donc, non, moi, l'explication, je peux la donner. En tout cas, ma théorie, c'est que ce soit AdWords, que ce soit de l'emailing, que ce soit l'USearch, tout, ce sont des signaux. Donc, du jour au lendemain, tu as un énorme signal qui s'arrête. Ouais. Ça peut tout à fait déstabiliser un site, comme un grand nombre de 404 peut déstabiliser un site, ou une campagne Groupon. Moi, je l'ai vu avec Groupon, hein, le même effet. Parce que les gens qui arrivent par AdWords, ils viennent sur ton site une fois, mais ils y reviennent. Parce que et ils y reviennent en tapant sur Google, et notamment via le SEO. Et ça marche dans les deux sens. Donc, du coup, si tu coupes un coup AdWords, eh ben, les gens qui t'ont découvert par AdWords et qui reviennent sur ton site par du SEO, notamment par du SEO marque, pourquoi pas, en e-commerce ça se fait beaucoup, et ben c'est effectivement là, ces gens-là, ils sont plus là. Donc ça va, en gros, AdWords va avoir un impact sur le SEO, mais en termes de visite. Et du coup, si ces gens-là ne cliquent plus sur tes liens SEO après être venus sur AdWords, et ben ton taux de clic SEO va baisser. Enfin bref, et ça peut avoir des signaux, mais c'est vraiment une mode, exactement comme tu le dis, comme l'emailing, comme les comparateurs de prix, comme l'affiliation, comme tout. C'est un signal qui te permet à un moment de ramener le compte sur un site internet, et c'est fini. Les gens
ils viennent plusieurs fois sur un site internet. Ils viennent pas une fois et après ils y reviennent plus jamais. Notamment dans l'e-commerce, il leur faut plusieurs visites pour revenir. Et ils reviennent de différentes façons. Et ça, cette partie analyse qu'on appelle multi-touch, multi-channel, etc., moi, c'est mon gros kiff du moment. Ça, c'est récent aussi. Attends, jusqu'à quand c'était le dernier référeur qui comptait? C'était toujours alors ça, c'est très marrant que t'en parles. J'ai eu la chance d'aller au salon e-commerce one-to-one de Monaco, d'avoir été invité là-bas, donc avec les pontes du e-commerce en France. Vraiment passionnant. Il y avait une conférence donnée par le DG de Google France. Donc intéressante. Bon, ça reste une conf de Google, hein. Faut pas en attendre beaucoup de choses. Néanmoins, ils ont sorti quelque chose, c'était assez intéressant. À l'heure actuelle, 79% des e-commerçants français utilisent l'analyse du last click, donc le dernier référeur, pour juger leur performance et s'arrêtent à ça. 79%. Moi, je leur ai posé la question à Google. J'ai levé la main courageusement dans cet auditoire de professionnels et je leur ai dit, parce que leur discours de Google, c'était de dire arrêtez de regarder que le last click, arrêtez de regarder le dernier référeur, il faut voir plus loin. Et moi, je leur pose la question. Je fais, vous êtes bien gentil de dire arrêtez le last click. Mais pourquoi le last click? C'est la notion de base dans Google Analytics et que pour aller chercher du multi-touch, et voilà, il faut aller fouiller dans un sous-menu et en plus essayer d'interpréter les données ou interpréter les données du multi-channel d'Analytics. Honnêtement, il faut avoir fait Sciences Po pour essayer de comprendre et surtout de bien interpréter les choses sans se tromper, parce que Google a pas réussi à interpréter et à maqueter ces données de façon à ce que ça soit clair. Je pense qu'ils ont beaucoup de travail là-dessus. Et moi, je leur pose la question. Je leur dis, mais pourquoi vous êtes encore de base en last click si vous dites arrêtez? Et si vous passez tout le monde forcé où l'information de base c'est du multi-touch, et ben vous avez, les 79% vont baisser parce que tout le monde utilise Google Analytics. Et ça, ils ont noyé le poisson. Mais non, mais vous pouvez accéder au multi-touch dans Google Analytics. Vous allez là. Oui, je fais, mais c'est bon. Moi, je vous parle de l'information qui est par défaut dans Analytics que 99% des personnes regardent. Et voilà, on utilise, je pense, 10% des capacités d'un outil comme celui-là. Donc voilà, c'est des outils d'analytics alternatifs à d'autres, enfin en l'occurrence de l'agence avec qui je bosse, qui permet justement de voir que le gars, ça fait 15 jours qu'il vient Exactement. Voilà, enfin bon, bref. Est-ce que... Ouais, mais il y a un truc qui me gêne, moi. Tu sais ce que j'aimerais chez AdWords? Vas-y. C'est que, ok, justement, ce last click, souvent, c'est un click AdWords. Le mec, il est venu 8 fois sur ton site. Il est venu 8 fois. Il a étudié, tout est pris de canapé, il a comparé avec tout le web, et il a décidé d'acheter sur SoFactory. Donc, c'est sa 8e visite. Il t'aurait trouvé de toute manière, même s'il n'y avait pas un AdWords. Ouais. Et ce clic, il est souvent gaspillé. Ce clic, c'est le clic de trop. C'est-à-dire qu'on ne peut pas limiter en fait par user en disant bon, ça va, le gars, on lui a montré 5 fois la pub, c'est bon, on ne lui montre plus. Alors si, maintenant tu peux. Maintenant tu peux. Alors tu peux, c'est une technologie, c'est une nouvelle, d'ailleurs elle n'est pas abordée dans le bouquin, ça sera dans le prochain peut-être, ça s'appelle RLSA. Putain, pourquoi je tombe toujours pile sur le truc C'est du retargeting pour le search en fait. C'est-à-dire que dès que l'internaute vient sur ton site, il est cookiesé, voilà, très simplement. Et après, en fonction de ça, on va pouvoir agir sur l'enchère en fonction de si la personne est déjà venue sur ton site. En gros, tu as la base et tu es capable de lui dire je mets plus 30%. Alors d'ailleurs, Google, c'est ce qu'il vend. Votre internaute est déjà venu sur votre site, mettez plus 30% à votre enchère et il n'y aura que pour lui que ça sera à plus 30% d'enchère pour que ce soit visible. Mais tu as la possibilité de le baisser aussi. Donc tu as cette possibilité-là. Maintenant, voilà, honnêtement, c'est des choses qui sont pas du tout bien expliquées sur AdWords et c'est pas évident à mettre en place. Maintenant, là où je suis pas du tout d'accord avec toi, c'est que ce clic sur AdWords est gaspillé. Très honnêtement, en tout cas, moi, de toutes les expériences que j'ai eues, la plupart des clics AdWords sur du hors-marque, je te parle bien du hors-marque, sont des clics apporteurs. Et qui d'ailleurs, eux... t'as pas cité la marque, t'as pas cité la marque. Ben non, mais c'est ça, c'est ce que... Ok, il se rappelle de ton site, d'accord? Il veut retrouver SoFactory pour acheter ce canapé. Il va taper SoFactory, mais qu'il est tapé en naturel, qu'il est cherché dans ses... Parce qu'on est d'accord. Si c'est pas AdWords qui pique la vente, c'est le SEO marque. Et au final, t'as pas cette vision non plus de ce qu'ont apporté les autres canaux de base. Oui, donc
c'est pas une question que ça soit AdWords ou pas AdWords. C'est, voilà, t'avais pas évoqué la marque. Là, en parlant de la marque, on est d'accord. La marque vient, entre guillemets, cannibaliser tout ça. Mais justement, avec des outils, Analytics le permet maintenant, mais d'autres outils type Eulerian qui vraiment travaillent sur l'attribution, tu mets ta marque dans un support particulier, je parle d'Analytics, et tu lui dis, ne pas compter ce clic-là. Si je retire tous ceux qui sont passés par la marque, quel est le vrai dernier référeur? D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, tu as toutes ces possibilités-là que très peu d'annonceurs utilisent. Pourquoi? Parce que honnêtement, c'est une plaie à paramétrer sur AdWords, sur Analytics. C'est vraiment très compliqué. C'est pas du tout à la portée de tout le monde. Et donc, du coup, ça vient un peu limiter tout ça. Mais peut-être que ça vaut le coup de sortir un guide de Google Analytics aux éditions Erol et de répondre aux questions que se posent les gens. Je pense que ça peut être sympa. J'ai pas la même. Et Mais la théorie des jeux, ça te parle pas, par contre? alors la théorie des jeux, pas du tout. Alors, je t'explique. Bon, c'est un de mes. Alors, j'ai appris ça, moi, à l'université, en mon cours de marketing. C'est un modèle mathématique. C'est aussi le dada de Sylvain Perronnet. Et c'est lui qui m'a appris lors du tout premier podcast. Donc, ça va faire. Ça a démarré quand? C'était il y a 3 ans, ou presque bientôt, ce truc. Quand même, déjà. 2 ans et demi. Ouais, bon, bref. 2 ans et demi, oui. Qui m'avait annoncé que Google recrutait en masse les plus grands experts en game theory ou la théorie des jeux. La théorie des jeux, tu n'as qu'à regarder sur Wikipédia, c'est très intéressant. Je ne vais pas t'expliquer le truc, mais en gros, c'est le choix de l'impossible. Et ça s'applique à plein de choses dans le business, etc. Et pour AdWords, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ils ont réalisé qu'il y a une espèce de capping. Enfin, une espèce de malaise dans l'enchère est montée tellement haut que qu'est-ce que tu fais? Tu continues de surenchérir, mais tu mets en péril ton modèle économique. Oui, parce que tu as une rentabilité derrière à avoir. Voilà. Et tu vois, c'est comment manipuler les gens pour qu'ils fassent, qu'ils surenchérissent. D'accord. Il y a une manière. Enfin, je te jure, tu vas voir. C'est vraiment. Ouais. Il y a des moyens au niveau persuasion, au niveau tout ça, et même en psychologie, etc. Et ça se résume à des modèles, le Nash Equilibrium, etc., qui dit, ok, on peut tout à fait quantifier, et grâce aux énormes volumes qui génèrent, de petites manipulations comme ça, qu'on va peut-être même pas percevoir, mais ils ont des gars qui bûchent là-dessus, et c'est de la sacrée manipulation, la théorie des jeux. C'est énorme. C'est sans doute ce qu'il y a de plus puissant de tous les concepts que je connaisse, quoi. Mais c'est marrant que tu dises ça parce que tu parles d'augmentation des enchères. C'est vrai qu'elles ont beaucoup augmenté. Mais je sais pas si tu as vu les derniers résultats de Google qu'ils ont publiés et qui d'ailleurs leur ont fait chuter en bourse. Tout simplement parce que le CPC baisse. Et ça inquiète les investisseurs. Le CPC baisse principalement à cause du mobile. Parce que le mobile, Google, au niveau AdWords, il a encore beaucoup de mal à rentabiliser tout ça et à faire adhérer les personnes au mobile. Du coup, il a beaucoup de mal à monétiser le mobile et ça vient tirer le CPC vers le bas. Mais effectivement, quand tu vois que parce que le CPC baisse de quelques centimes, les investisseurs, les actionnaires vont plus être en confiance et ça va faire baisser le cours de l'action. Ouais, tu te dis effectivement à la place de Google, je me dis il y a un vrai enjeu à continuer à faire augmenter, mais tu peux pas le faire augmenter indéfiniment. C'est ça le problème. Je te le dis pourquoi, parce que moi, tu sais ce que je demande en entretien, d'embauche quand je recrute c'était plutôt à l'époque quand je recrutais les stagiaires, etc. J'essaie de voir s'ils ont la tête bien faite et je leur pose la question. D'ailleurs, je te la pose aussi, même si bon, tu vas trouver tout de suite toi, mais à ton avis, quel est le mot clé le plus cher sur AdWords? Est-ce que c'est DVD ou crédit? Donc toi, tu me dis effectivement le mot crédit. Voilà. La plupart, enfin, ce qui est assez marrant, c'est que ceux qui réfléchissent pas, ils disent c'est DVD. C'est un bien de consommation. Tout le monde veut des DVD. Ouais, mais vendre un DVD sur Cdiscount, Cdiscount se fait une marge de 20 centimes, 30 centimes. Enfin, il n'y a aucune marge. Alors qu'un crédit vendu à 7 000 euros, le mec, il se fait une marge de 7 000 euros, quoi. Donc, du coup. Le lead sur le crédit, crédit, je sais pas, mais assurance vie, ça doit être le coût du lead, c'est 30 euros, tu vois. Enfin, ce que tu peux. Et tu le revends 4-5 fois, donc tu peux le revendre. Ah oui, non, mais c'est ça. Tu peux investir 20 euros pour avoir un lead, quoi. Et du coup, dans tous les cas, le mot-clé DVD
pourra pas avoir son enchère augmentée. Ah ouais. Parce que la marge, si ton coût est plus cher que la marge que tu fais sur une vente, c'est mort. Enfin, tu peux plus espérer une quelconque rentabilité. Donc, dans ces cas-là, tu arrêtes d'acheter des DVD si ça monte trop haut. Et du coup, bah, ça fait baisser. Et c'est un peu le système de l'enchère. On est parti avec AdWords sur le système de l'enchère, qui n'a pas été inventé par AdWords, qui a été inventé par Overture, racheté par Yahoo. Mais c'est le système. Et ben, du coup, il faut jouer avec. Bien sûr, ça monte, mais ça descend aussi. Et ça fait partie du jeu. Et il faut que chez Google, ils l'acceptent aussi. Ça sert à rien de vouloir à tout prix booster, etc. De toute façon, le seul moyen de booster, ça va être de mettre plus que 3 liens en zone premium. Alors là, je vous entends gueuler, les SEO. Ouais c'est bon, ça suffit. Les extensions d'annonces, là, on voit que ça. C'est l'horreur. Mais à un moment, ça va plus être tenable. Enfin, moi, j'ai l'impression que Google devient maintenant. Il y avait certains moteurs de recherche qui utilisaient la techno Google, mais qui eux, la première page de résultat, t'avais 10 liens sponsors et après le naturel commençait en dessous. Mais j'ai l'impression que ça va limite devenir comme ça. Et pour moi, je suis pas pour non plus. Même si Google fait tout pour que les liens sponsorisés restent qualitatifs, avec son système de quality score, à être vraiment taquet sur la qualité, de façon à ce que les internautes ne voient même pas trop la différence entre un lien sponsor et un lien naturel. Néanmoins, à un moment, les gens, il faut pas les prendre pour des cons, ils le savent très bien que c'est de la pub. Et maintenant, si la pub leur permet d'obtenir ce qu'ils veulent, tant mieux. Ils s'en foutent, hein, que ce soit de la pub ou pas. Ouais. Fait payer quelqu'un, tant qu'ils ont ce qu'ils veulent, c'est ce qui leur plaît. Après, il faut juste que Google fasse gaffe. Et ça, c'est ça le problème d'être coté en bourse. Hein. Tu as des actionnaires qui sont toujours de plus en plus gourmands et il faut bien les rassasier, les pauvres. C'est clair. Ouais, ben oui, ça c'est. Mais bon, pour l'instant, ils ont des problèmes de riches. On va pas, on va pas leur porter la poisse. Ça devrait aller pour eux. Dernière, parce que je vois que, à mon avis, t'es pas loin du record du monde du podcast au niveau longueur là. Eh ben, dis donc, en parlant AdWords, moi je dis bravo. J'ai pas, enfin bon, on était quelques minutes en off avant de commencer, mais ouais, on va voir, surprise. Je vais te dire, moi je fais du AdWords, je ne le fais pas en France, je le fais sur des langues étrangères, sur d'autres pays. Et il y a des trucs, mais c'est hallucinant, tu t'éclates, quoi. T'as un mot-clé à 10 euros en France, il est à 30 centimes, je sais pas, moi, au Venezuela, quoi. Ah, mais ça n'a rien à voir. Enfin, vraiment, d'un pays à l'autre. Alors, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas touché l'international en AdWords. Ça remonte à ma période agence et à ma période Yahoo. Mais c'est vrai que, enfin, tu peux pas gérer. C'est comme tu gères pas ton AdWords et Bing Ads de la même façon. C'est pas la même chose. Les résultats ne vont pas du tout être les mêmes. C'est pas parce qu'un mot-clé cartonne sur AdWords qu'il va cartonner sur Bing. Pas du tout. Et ben, au niveau international, c'est pareil, c'est même amplifié. Parce que faut juste se dire qu'on s'adresse pas aux mêmes personnes et que la culture, la notion de la culture change tout. Mais vraiment, change tout. Donc, c'est clair que tu peux t'éclater, mais comme, inversement, hein, à l'étranger, tu peux avoir des mots-clés qui sont hyper concurrentiels. Alors qu'en France, ça reste complètement abordable et pas forcément bataillé. Et ouais, c'est ce qui fait le truc sympa sur la partie internationale. Après, il faut savoir gérer dans les différentes langues. Et ça, c'est plus. Moi, je me suis pris là, ouais, enfin des revers de bâton là-dessus. Effectivement, gérer des langues qu'on comprend pas, ouais, pourquoi pas. Mais je me suis pas mal planté sur les process. Enfin, je m'améliore, mais c'est compliqué, hein, parce que bien sûr, on veut pas non plus payer une fortune pour avoir des fiches produits, machin, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est en faisant des échecs qu'on arrive à progresser. Exactement, ça aussi, c'est la culture de l'échec, c'est mon dada après de actionner. J'adore te foirer, j'adore échouer. On va faire des trucs de développement personnel, vous allez voir. Mais t'as vu la conférence, le FailCon là, non. avec il y a une conférence qui est arrivée en France pour la première fois. Je crois que ça s'appelle le FailCon. Et c'est que des gens qui viennent partager leurs échecs. Ouais, d'accord. Et c'était le sujet de ma conf TEDx. D'accord. Non, mais c'est de l'échec, quoi. Super important après. Bon, non, ce que je voulais dire, c'était que ah oui, ouais, un autre truc qui me dérange, c'est en fait le commerce. C'est pas que ça me dérange, c'est que moi, je voudrais prévenir tous les gars qui se lancent dans le commerce de faire gaffe, parce que tu le sais très bien, une agence qui te gère ta campagne AdWords, elle peut te bouffer la marge.
t'as la CB à payer, t'as PayPal à payer. Et si t'es allé au salon e-commerce, que t'as acheté un petit peu 2-3 gadgets là, t'es bon, tu vois, c'est compliqué le commerce, hein. C'est compliqué quoi. Si tu fabriques pas, c'est chaud quoi. C'est pas facile. Après, très clairement sur la partie agence, sur la partie AdWords, il y a à boire et à manger. Et c'est un peu le souci, c'est que le business de base des agences, pour moi, il est pas sain parce que, enfin, je dis il est pas sain, c'est sur le mode de rémunération parce que la plupart des agences de base, elles te proposent en arrivant 15% de ton budget investi. Donc, en prenant 15% de ton budget investi, eh ben, elles n'ont qu'un intérêt, c'est que tu investisses plus. Donc en fait, elles vont dans le même sens que Google. Lui, c'est son intérêt que tu investisses plus. Mais elles, plus toi t'investis, plus elles vont toucher de com. Donc c'est proportionnel. Donc cette base-là, pour moi, effectivement, tu peux pas partir de façon saine avec une agence, en confiance, quand elle va tout faire pour te faire dépenser plus, pour qu'elle, elle touche plus à la fin du mois. Je pense qu'il faut trouver des modèles qui lient néanmoins une partie fixe qui est plus faible, mais une partie performance. Non, mais moi, je suis à 100% à la perf avec le mec qui je bosse. C'est encore trop peu appliqué en France. Et le problème, c'est que du coup, vu que tu as que des agences qui proposent ça, bon, bah, et que toi, tu sais pas faire de l'AdWords, alors tu peux acheter un super bouquin, mais il faut avoir du temps pour s'y mettre. Hein. C'est très chronophage de gérer concrètement une campagne AdWords. C'est clair. Donc, à un moment, l'externalisation, elle est importante. Et hélas, contrairement au SEO, eh ben, même si le SEO coûte, en tant qu'annonceur, coûte cher. Hein. Maintenant, les vrais bons SEO, c'est pas donné pour un annonceur. Mais néanmoins, le problème de l'AdWords, c'est qu'il n'y a pas de freelance. C'est que moi, je l'ai été, je le suis. Enfin, pour l'instant, j'ai pas le temps de prendre des prestats. Et du coup, t'as pas cette communauté de freelance SEO, bah, t'as pas l'équivalent en AdWords. Donc, du coup, t'as que des agences. Non, mais honnêtement, je le dis, je répète, le ref à la perf, le SEO à la perf, c'est de la merde et touchez pas. C'est pas possible. Par contre, AdWords devrait être à la perf. Moi, je bosse avec que à la perf et c'est même pas partie fixe, c'est 100% à la perf. Tu prends la campagne. C'est ça. Si, non, mais regarde. Si. Non, c'est compliqué. Je vais te dire pourquoi c'est compliqué parce que quand une agence reprend un compte AdWords, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé plusieurs fois pour pas mal d'agences. T'as un temps au début. Reprendre une campagne, c'est refaire la campagne. T'as 3 mois de calibrage. Où là, voilà. Ah ben d'accord, voilà. Avec un forfait ou un truc comme ça. Voilà, tu as 3 mois de calibrage et après tu passes à la perf. Et des fois ils te disent non, je peux rien faire, tu es déjà assez bien optimisé, il n'y a rien à voilà quoi. T'es au max. C'est très rare hein. Moi je te jure. Parce qu'ils peuvent pas. En tout cas ceux avec qui je bosse. Après t'as des très bonnes. Moi je pense que bon, il n'y a pas de freelance. Il y a très peu de freelance sur le marché et moi j'en connais pas beaucoup des très bons. Après tu as des bonnes agences, des bonnes petites agences. Et quand moi j'ai bossé avec beaucoup, il y en a certaines j'irai plus jamais les voir, il y en a d'autres je suis capable de les recommander parce que je leur confierai moi-même mes comptes. J'ai déjà bossé avec elles et je sais qu'il y a du sérieux, il y a du bon derrière. Donc voilà, c'est important et ça voilà, il faut essayer. De toute façon, t'as pas le choix, hein, t'essayes. Jamais tu t'engages et il faut éviter de s'engager sur un an avec une agence. Faut limiter les périodes d'engagement. Et si ça fonctionne pas, changer et trouver quelqu'un d'autre. Mais je suis sûr qu'il y a de très bonnes agences. Et mon conseil, c'est les plus petites agences sont souvent les plus performantes. Et vraiment. Mais que ce soit en SEO, en emailing, en ce que vous voulez, éduquez-vous un petit peu. C'est quelques heures pour comment comprendre, acheter le bouquin, regarder des vidéos sur YouTube, j'en sais rien. De ne pas se faire balader par l'agence. Ben déjà, voilà. Tu vas voir que tu comprends rien de l'autre côté, elle va pouvoir te balader, toi tu vas rien calculer. Par contre, si tu as du répondant et que tu dis ah ouais mais je sais que ça machin etc. Et ben d'un coup elle va se dire oula avec lui je peux pas trop en profiter donc je vais la jouer cool je vais être honnête et travailler voilà, sans bananer le client. Et ça, c'est important, effectivement, d'être un minimum éduqué. Mais je pense que les gens s'éduquent de plus en plus. Et c'est ça qui est intéressant. Très bien, Mister Florian, pardon. Je dois aussi te féliciter parce que je crois... Alors, tu as battu des records.
T'es sans doute un de ceux avec qui, effectivement, ça fait donc des années qu'on dit qu'on va faire un podcast. Je remarque que tu es quand même le seul de tous ceux avec qui j'ai fait un podcast qui a une webcam décente. T'es en vrai HD. Et pourtant, je l'ai pas acheté rien que pour ça. On progresse, on progresse. Julien, hier, le dernier podcast, qui me dit ouais, mais je dis mais t'es flou. Il me dit attends, alors, il nettoie. Bon, après, on a laissé piser. Mais il me dit ah, mais merde, effectivement, je suis flou. Ben ouais, mais. Ouais, mais tu m'as dit que je parlais très fort aussi. Donc, oui, c'est vrai que là, je sais pas comment ça va donner. On va voir si je vais arriver à réguler le son. Je ne pouvais pas monter mon micro plus et toi, t'arrivais pas à trouver le bouton dans Windows 8 pour le baisser. Mais en tout cas, c'était super. Je suis ravi d'avoir pu parler SEA avec un pont du SEO. Ouais. C'est d'autant plus plaisir que ça, voilà, ça. J'arrive à faire bouger mes pions. Je vais tous vous bouffer à un moment. Quelle est ta prochaine apparence publique? Eh ben écoute, je peux te dire en avant-première que je te parlais du ramoneur de Montauban tout à l'heure, qui était une private joke par rapport à une interview de France Info que j'avais donnée il y a 2 ans. Où d'ailleurs je parlais que référencement naturel. Oui. Eh bien, je remets ça. L'enregistrement la semaine prochaine avec France Info également. Et je vous promets que je vais parler du ramoneur de Montauban dans l'interview. C'est vraiment le but. Donc voilà, ça sera pour la prochaine fois. Et puis après, voilà, tout ce qui est participation au camp, aussi au camp day, etc. Moi, ça m'éclate toujours autant. Et dès que je peux partager et faire en sorte que la cause avance, c'est-à-dire que les gens comprennent ce qu'est AdWords, etc. et les ficelles du truc, bah moi je suis content. Et voilà. Si Google te propose un job, tu prends? Google me l'a déjà proposé. Pour info. J'ai dit non. Mais c'était à l'époque, c'était pour un boulot d'éditeur à Dublin, aller vérifier les annonces sur AdWords. Et ils me l'ont proposé juste parce que je venais de chez Yahoo. Donc c'était pas intéressant. Maintenant, très honnêtement, un poste chez Google, j'y ai déjà réfléchi. J'ai déjà été approché pour devenir account manager. Je me ferais chier, mais vraiment, je me ferais vraiment chier chez Google, je pense. Le seul truc qui m'intéresserait potentiellement chez Google, c'est pourquoi pas de lancer un produit qui existe aux States et de le lancer sur le marché français, de l'adapter au marché français, comme a pu être fait Google Shopping au début quand ils ont lancé le comparateur qui était gratuit à l'époque. Moi, j'étais en contact avec ceux qui l'ont lancé sur le marché français et le job avait l'air passionnant. Donc ça, c'est peut-être plus le seul truc qui me botterait chez Google, si ce n'est d'avoir la salle de sport et les conditions de travail chez Google, ça, j'avoue. Mais je pense que c'est pas tout rose non plus, connaissant bien aussi un petit peu l'intérieur. C'est quand même un peu le reine de la terreur dans cette boîte. Mais bon, c'est pas bon. Je te confirme. Mais bon, c'est un autre. Et si tu devais tâter des superstars, des mecs qui achètent du clic et tu vendent du clic. Tu parlais de comparateurs. Là, tu travailles sur des micro-marges. J'ai pas compris ta question là. Est-ce que tu irais bosser, par exemple, je sais pas moi, un comparateur, Easy Voyage ou autre, tu vois, dont c'est le boulot d'acheter du clic pour vendre du clic? Non. Moi, là, très clairement, je te dis, j'ai fait régie, agence, annonceur. Déjà, annonceur, je m'éclate 100 fois plus. En plus, ça paye bien mieux chez l'annonceur. Je suis pas prêt non plus à monter ma boîte. Mais par contre, et vraiment, dans la partie annonceur, je suis sur la partie e-commerce. Ouais. Je veux vendre des produits, c'est ce qui m'éclate. C'est avoir un taux de transfo, avoir des indicateurs, des notions de panier moyen, comment augmenter, faire des animations commerciales. Moi, l'e-commerce, c'est pas facile parce que c'est très peu rentable. À l'heure actuelle en France, il n'y a que 2% des e-commerçants qui sont vraiment rentables. Mais l'aventure, moi, c'est ce qui me botte. C'est super complet en fait. Tu fais tout. C'est ça le problème. Tu fais du chiffre en e-commerce, après les marges. Disons le résultat net à la fin, c'est plus. C'est ça. Mais moi, je m'en fous. C'est pour ça que je veux pas monter un e-commerce. Par contre, travailler pour un e-commerçant, avec grand plaisir. Ok. Écoute, en tout cas, tu reviendras. Tu fais partie de ceux qui ont mis longtemps avant de venir. Donc maintenant, il va falloir qu'on se fixe des rendez-vous. En fait, la programmation podcast, elle est assez anarchique finalement. Mais c'est pas plus mal, hein. C'est ce qui fait un peu le. Voilà. Bon. Toutes les semaines, ça serait trop routinier. Moi, tu vois, là, j'ai ouvert mon blog, et j'ai mis un premier article. Il faut que je me fasse le second, mais
ça va être à l'arrache aussi, quoi. Faut vraiment que j'ai la motivation pour le faire et que le sujet s'y prête aussi. Je vais pas écrire pour écrire. Donc, je te conseillerais pas de faire un podcast pour faire un podcast. Faut que tu aies envie si. Là, je me suis mis en tête de faire un planning pour au moins le deuxième partie de 2014 de publication. Au moins avoir une trame, essayer, tu vois, d'amener les gens quelque part. Plutôt que de poster comme ça sur sur l'envie du moment. Essayer tu vois, d'essayer de tenir un espèce de, je sais pas quoi, une séquence, quoi. Ouais, moi je trouve que l'envie ça marche bien parce que c'est toujours du coup après au bout d'un moment. Oui, moi je teste. Si tu te mets des contraintes, tu vas plus avoir la même envie et ça va se ressentir dans la qualité. Florent, tu me connais, moi les contraintes. Attends, non, je veux pas de contraintes, mais justement au contraire, c'est un test, c'est-à-dire de un peu plus réguler. J'aime bien faire des expériences. Voilà, ça fait. T'as bien raison. Le blog. Il faut tester. Empirique, c'est important. Ok, bah écoute, Merci beaucoup pour ton accueil. Merci à toi. Allez. Et puis à la prochaine. À la prochaine.